Ah, parfait. C'est sublime. Eh bien, écoutez, cette caméra qui décide de tout simplement s'éteindre d'elle-même. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ravis de se retrouver pour un live histoire un petit peu particulier, parce que c'est un live du lundi. D'habitude, c'est le mercredi. Vous en avez l'habitude, mais c'est évidemment toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Après qu'on ait fait le tour de l'histoire, où on est allé dans les universités, à la rencontre des chercheurs, des étudiants, des étudiantes, et bien cette fois on revient dans notre installation habituelle, on revient à notre pain quotidien, mais c'est pas pour autant que on va pas continuer à explorer plein de sujets différents, vous allez le voir, et que vous allez voir un sujet tout à fait particulier, et en plus dans l'actualité. J'en profite pour vous dire que cette semaine, il n'y aura pas un, mais bien deux live histoires. J'y reviendrai juste après, puisque nous aurons un live dans un musée jeudi en Normandie Victory Museum, puisque vous le savez, ce samedi, c'est le 6 juin, donc on fera un live dans un musée plutôt sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale. J'y reviendrai juste après. Mais j'ai le plaisir d'accueillir à ce soir dans notre live histoire Florian Mazel. Bonsoir Florian, comment est-ce que ça va ? Bonsoir. Ça va, chaudement, mais ça va. Oui, ça va chaudement. J'ai mis le petit ventilo. À tout moment, on l'augmente un petit peu, mais c'est vrai qu'il fait assez chaud dans le studio, on va pas se le cacher. Après la semaine, on va dire que la chaleur s'est emmagasinée avec l'ordinateur, les lumières et tout. C'est pas le plus simple. Florian, merci beaucoup d'être venu. Florian, vous êtes donc professeur d'histoire médiévale à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur d'histoire médiévale. Mais si vous venez nous voir ce soir, c'est pour parler d'un livre. Ce livre qui est juste ici entre nous, c'est le livre qui s'appelle Marc Bloch, Histoire en résistance, puisque nous allons parler de Marc Bloch ce soir. C'est un livre que vous avez co-dirigé avec Yann Potin, avec tout un tas d'historiens pour parler de Marc Bloch, puisque certains peut-être d'entre vous l'ignorent, mais le 26 juin prochain, Marc Bloch... Le 24 juin, merci beaucoup. Le 24 juin prochain, Marc Bloch, donc le premier historien de métier... Le 23 d'ailleurs, pardon, je me trompe 23. Le mardi 23. Mardi 23, mesdames et messieurs, au soir. Marc Bloch, le premier historien, on va dire, de métier, va être panthéonisé. Et donc l'idée ce soir, c'est qu'on revienne ensemble sur évidemment cette panthéonisation, mais plus largement sur qui était évidemment Marc Bloch ce soir, bien sûr. Donc on va en parler avec tous ensemble ce soir, évidemment. C'est un sujet qui, vous le verrez, est très divers, puisque évidemment on va parler de mémoire, mais on va aussi parler d'historiographie, parce que c'est très important, l'impact de Marc Bloch sur l'historiographie française. Donc, rapidement, certains, je pense, dans le chat, découvrent peut-être le nom de Marc Bloch ce soir, mais je pense que pour les étudiants en histoire, c'est un nom que vous connaissez bien. Marc Bloch donc, est historien, spécialiste de la période médiévale, fondateur de la fameuse école des Annales. On reviendra d'ailleurs dessus. Et donc, il est l'auteur de livres célèbres comme L'étrange défaite, on en parle souvent en live d'ailleurs, ou Apologie pour l'histoire. Il a été d'ailleurs combattant de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il fut également résistant, puis arrêté et exécuté par la Gestapo en juin 1944. Donc, l'idée ce soir, c'est qu'on puisse un petit peu revenir sur son impact, sur la discipline historique, sur son parcours, mais aussi sur sa panthéonisation. Évidemment, cette émission est à revoir en replay sur Rivenzi, le cercle de l'histoire, ainsi qu'en podcast. Donc voilà, n'hésitez pas. Le but de ces lives, je le rappelle, c'est que on a la chance d'avoir Florian Mazel avec nous ce soir pour parler de ce livre, parler de Marc Bloch. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Le chat est là pour ça et je ferai passer au mieux les questions que vous avez à ce sujet. Florian, on aime bien évidemment toujours commencer ces interviews un peu de la même façon, savoir comment est-ce que notre intervenant a découvert le sujet qui nous intéresse ce soir. Vous êtes historien spécialiste de la période médiévale, mais là on va parler de Marc Bloch. Comment est-ce que vous avez rencontré Marc Bloch sur votre parcours d'étudiant ? Alors en fait, je ne l'ai pas rencontré comme médiéviste, puisque j'ai eu la chance de recevoir en cadeau de mon père, alors qui certes était professeur d'histoire-géographie, donc il y a un lien quand même, un exemplaire de L'étrange défaite. Je pense que ça devait être en 1990, 11, 12, enfin au tout début. Moi à l'époque, je ne me destinais pas spécialement à être d'ailleurs historien médiéviste. Je savais que je voulais faire de l'histoire, mais je n'étais pas encore spécialisé, on va dire, ou avec l'objectif de me spécialiser sur la période médiévale. Et à ce titre, je pense que je suis parfaitement représentatif quand même de cette génération, parce que, de la génération des gens qui, comme moi, sont nés, on va dire, au début des années 70, parce que les années 90, en particulier l'année 94, qui était le cinquantenaire de la mort de Marc Bloch, a été l'occasion d'une redécouverte justement de L'étrange défaite, en particulier, de ce texte, qui porte témoignage donc de la défaite de 1940, défaite militaire, et de l'effondrement de la République, donc il y a les deux dimensions,
militaire et politique, et au-delà même, je dirais, voilà, une sorte de réflexion sur la faillite de la France à la fin des années 30. Et donc je pense que quand mon père me l'a offert, c'était vraiment justement déjà lié un petit peu à ce qui est en jeu dans la panthéonisation, c'est-à-dire voilà, un regard historien sur un événement contemporain, et en même temps un historien académique, classique, c'est-à-dire voilà, réputé, renommé, reconnu, estimé pour son œuvre vraiment de spécialiste. Voilà. Et donc moi j'ai connu Marc Bloch, j'ai découvert Marc Bloch finalement à partir de ce texte, qui est celui à partir duquel la plupart des gens aujourd'hui le connaissent, surtout en France, comme vous l'avez dit au début, puisque c'est ce livre qui en France domine depuis les années 90, mais pas avant. Le champ éditorial, voilà, les références multiples et variées qui peuvent être faites dans beaucoup de contextes. Et c'est que dans un second temps que j'ai découvert le Bloch médiéviste, quand pour le coup j'étais devenu moi-même médiéviste, parce qu'en fait, moi dans mes études, on m'en a assez peu parlé, hormis sous le versant historiographique. Donc c'est vrai que dans les cours d'historiographie, on faisait référence à Marc Bloch, voilà, la revue des Annales, l'apologie, c'est-à-dire les enjeux méthodologiques, mais le contenu de ces livres d'historiens médiévistes, la société féodale, les rois thaumaturges, c'était peut-être les deux plus importants, enfin en tout cas ceux qui aujourd'hui ont le mieux survécu au temps, mais aussi les caractères originaux de l'histoire rurale. On n'en a pas parlé, moi, pendant mes études. C'était vraiment pas du tout un historien qui était encore lu et diffusé. Ouais. Et finalement, ces textes-là, je les ai découverts assez tard, quand j'étais déjà, je dirais, maître de conférence, à l'université de Rennes 2 en particulier. Ah oui, ça arrivait tard, effectivement. Oui. Bah oui, donc c'était les années 2000, en fait. C'était les années 2000, et d'une certaine manière, même, c'est moi qui me suis, entre guillemets, forcé à le lire, au moment où, notamment, j'ai dû faire un volume pour la collection d'histoire de la France chez Belin. Quelle collection, mesdames et messieurs, parce que je l'ai là, regardez. Et celui-là, voilà, je peux vous dire, j'en ai soupé. Florian, je suis désolé de le dire. Pendant mes études, je pense que beaucoup d'entre vous, à mon avis, pour ceux qui ont fait les études d'histoire, je sais qu'il y en a dans le chat, vous le connaissez, ce livre, à mon avis. Et voilà, donc il s'intitule Féodalité, il porte sur la période qui est la même période que la société féodale de Marc Bloch, à peu de choses près. Et à ce moment-là, voilà, quand j'ai eu la commande, puisque c'était un livre de commande, le premier livre que j'ai lu, en fait, de manière systématique, ça a été la société féodale. Et je l'avais pas lu auparavant. Et j'ai lu les rois thaumaturges encore après. Et ensuite, maintenant, je sais que j'ai un réflexe depuis, je dirais, le début des années 2010, de très souvent papillonner un petit peu grâce au numérique. Maintenant, en particulier, les articles sont très accessibles. Et je dois avouer que chaque fois, comme il a une curiosité immense, chaque fois que je me lance dans un projet de recherche ou voilà, une étude, je me dis, je vais aller voir si Marc Bloch n'a pas écrit. Parce que finalement, chaque fois que j'ai lu après des choses de Marc Bloch, bien sûr, elles peuvent être périmées, anciennes, elles ont un siècle, voilà. Mais c'est toujours quand même assez stimulant, et c'est des textes assez denses, assez dynamiques. Et donc, voilà. Donc, j'ai pris ce réflexe depuis les années 2010. Mais donc, vous voyez, c'est une découverte très progressive, en fait, et pas par le médiéviste, mais un peu comme tous ceux qui le connaissent, finalement, plutôt par le témoin, le témoin de l'effondrement de la France. Marc Bloch curieux, Marc Bloch, on va dire, qui est au-delà des fois de son champ d'expertise initiale qu'est l'histoire, et on va évidemment y revenir. Il y avait quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait qu'il était professeur d'histoire-géographie au lycée, et que demain, ils allaient d'ailleurs... voilà, je suis prof, donc HRT qui nous salue, je suis prof, et ma classe fait partie des élèves qui font hommage à Marc Bloch pour la panthéonisation. Demain, les élèves de certains collèges parisiens ont rendez-vous à la Sorbonne, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, donc on vous salue. Justement, c'est vrai que ce live, il tombe évidemment pas par hasard, parce que c'est l'occasion de parler de la panthéonisation de Marc Bloch, puisque le 23 juin prochain, mardi 23 juin 2026, aura lieu donc la panthéonisation de Marc Bloch. C'est quand même assez fort, puisque c'est le premier historien de métier à être panthéonisé aux côtés des autres grands hommes et femmes de la nation. C'est quoi les enjeux autour de cette panthéonisation ? Il y a eu plusieurs tentatives, si je ne dis pas de bêtises, de panthéonisation de Marc Bloch déjà par le passé. Effectivement, alors les enjeux, ils vont être différents selon qui on interroge. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je peux vous donner mes enjeux, entre guillemets, ce que ça représente pour moi, et d'ailleurs je pense aussi pour les collègues du secondaire, par exemple, ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation de la profession quand même assez exceptionnelle en ce moment, je trouve, depuis des professeurs de collège, de lycée, mais même dans des plus petites classes, en élémentaire, jusqu'à l'université. Donc ça renvoie, je dirais, on pourrait dire, aux enjeux pour nous, enseignants et chercheurs en histoire.
Après, ça coïncide pas forcément avec les enjeux qui sont mis dans la panthéonisation par celui qui en décide, qui est le président de la République. Puisque depuis 1958 et la Ve République, c'est vraiment la sphère réservée de la présidence de la République. Donc c'est vraiment un choix individuel, personnel, un peu du prince. Bien sûr, il a des conseillers, il y a une cellule mémoire à l'Élysée, ce qui est assez étonnant. Enfin, je dis étonnant parce que vu de l'étranger, tous les pays n'ont pas associé comme ça au pouvoir politique une cellule mémoire. Donc voilà, c'est pas un choix isolé d'Emmanuel Macron, mais c'est quand même un choix politique. Et surtout qu'avant 1958, c'était un choix quand même qui était plus collectif, puisqu'il émanait de l'Assemblée nationale. Par conséquent, il était aussi plus complexe, parce qu'il fallait s'entendre. Les gens se mettent d'accord. Voilà. Donc il y a eu beaucoup. Ça explique aussi, par exemple, qu'à un moment, il y a eu une tentative de panthéonisation de Michelet, qui a échoué pour des raisons de divergence politique au sein de l'Assemblée. Donc, Marc Bloch, là, il y a consensus, mais il y a consensus parce qu'en quelque sorte, c'est une initiative présidentielle qui peut décider urbi et orbi ou ex cathedra, comme on voudra, de panthéoniser Marc Bloch. Alors, si on prend les enjeux du point de vue de la présidence, on a le discours de panthéonisation d'Emmanuel Macron qui remonte au 24 novembre 2024 à l'Université de Strasbourg. On peut se dire, sur la base du lieu, sur la base des contenus de ce discours, on peut pointer un certain nombre d'enjeux pour lui, qui ne sont pas inintéressants, parce qu'on peut aussi s'y reconnaître en partie. Le premier enjeu, certainement, bien sûr, c'est comme tous les panthéonisés presque, à une exception près d'Emmanuel Macron, parce qu'il a panthéonisé beaucoup de monde, ce sont des résistants. Donc, il y a clairement l'identité résistante et le martyr, parce qu'il est résistant et il en est mort, puisqu'il a été assassiné par les nazis le 16 juin 1944. Il y a le combattant, parce qu'il a combattu pendant la Première Guerre mondiale, où il a d'ailleurs eu, il a été remarqué pour son héroïsme. Il commence sergent dans les tranchées, il finit officier, capitaine, plutôt dans un état-major. Entre-temps, il acquiert une croix de guerre, 2 citations, il est blessé. Enfin bref, il fait toute la guerre. Il avait même devancé l'appel en 14. Donc voilà, il y a le combattant exemplaire de la Première Guerre mondiale. Il y a le combattant exemplaire de la Seconde, parce qu'à son âge, alors entre les deux, il reste dans la réserve. Et ça aussi, c'est un point important, à mon avis, qui a des résonances actuelles au regard du regain d'intérêt, en tout cas, d'Emmanuel Macron et on va dire de l'exécutif pour des formes de services militaires un peu réactualisés ou de services civiques réactualisés dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le fait que, même s'il était poilu, il n'était pas pacifiste, qui était quand même extrêmement rare à l'époque. La plupart des poilus étaient revenus traumatisés et étaient pacifistes. Lui, il est clairement anti-pacifiste dans les années 20-30. D'accord. Et dans les années 30 en particulier, il estime que le pacifisme, c'est courir à la déroute face à des régimes qui militarisent à fond, que sont les régimes notamment italiens, fascistes italiens et nazis allemands. Bref, donc il y a cette dynamique vraiment qui est liée à officier de réserve, et donc il se porte volontaire en 39, alors qu'il a 6 enfants, qu'il est âgé, qu'il a plus de 50 ans et qu'il aurait pu tout à fait s'en dispenser. Et il fait donc la guerre, où là, de nouveau, il a une citation militaire. Donc c'est de nouveau, il est exemplaire, je dirais. Et puis après, il s'engage donc dans la résistance à partir de 43. Donc c'est ça, clairement, qui est au cœur. Voilà. Mais ça, il y en a d'autres, des résistants, puisqu'il panthéonise beaucoup de résistants. La spécificité, c'est que c'est un intellectuel engagé et un historien. Je pense quand même que ça compte dans le geste présidentiel, de montrer d'associer l'université en particulier et l'engagement dans le savoir, la production des connaissances à un moment où il y a une forme de délégitimation des savoirs experts, où l'université est quand même très critiquée. Donc, je pense que ça a joué aussi pas mal. Il y a une autre dimension qui a dû jouer pour Emmanuel Macron, c'est qu'il est d'origine juive. Oui, aussi. Et que cette dynamique, on va dire, d'une intégration exemplaire dans le cadre républicain, parce que c'est un judaïsme non confessionnel, clairement, que Marc Bloch ne revendiquait pas du tout, sauf face à un antisémite, comme il le dit dans une phrase célèbre, mais donc il n'est pas du tout, il est ni croyant, ni pratiquant, il se revendique athée, il est républicain, et il dit qu'il assume surtout son identité française. Dans son testament, il dit finalement, je veux mourir en bon français. Et voilà. Mais cette origine juive est, je dirais, me semble-t-il aujourd'hui, mise en avant, de manière à mes yeux un peu excessive par rapport à ce qu'était Marc Bloch, mais a du sens par rapport à aujourd'hui, dans un contexte où on peut estimer que, enfin en tout cas, certains estiment que la minorité juive est, on va dire, inquiétée dans son enracinement. Ça, c'est moi je dirais, ça c'est sans doute le programme politique qui est derrière.
moi, en tant qu'historien, dès le début, quand j'ai appris en novembre 2024 que Macron allait panthéoniser Marc Bloch, je me suis dit, bon, ok, tout ça va occuper le devant de la scène. Nous, historiens, il faut qu'on montre qu'il était aussi autre chose. Et qu'il était historien. Moi, c'est pour ça que je me suis, on va dire, réengagé dans le livre, puisque le livre était déjà engagé avant, mais je dirais qu'on l'a relancé et un peu modifié en fonction de cette perspective. Mais vraiment, ensuite, tout ce que j'ai fait depuis 1 an et tout ce que je vois que font des collègues dans le secondaire, dans le supérieur, participe de cette idée de ne pas oublier que c'est aussi l'histoire comme discipline, l'histoire telle qu'on l'a fait aujourd'hui depuis Marc Bloch et Lucien Febvre, puisqu'il y a une vraie continuité dans les manières de faire l'histoire depuis les années 20-30 grâce à eux, donc des rénovateurs de l'histoire. Et puis aussi, je dirais, au-delà de cette dynamique peut-être purement savante et intellectuelle, ce que l'histoire apporte au pays. Et je dirais la dynamique vraiment de l'apport des historiens à ce qui peut faire aujourd'hui nation, puisque c'est bien cela que le Panthéon, c'est à la nation. Est-ce que ça dit encore quelque chose pour nous ? Qu'est-ce que ça dit ? À ce moment-là, est-ce qu'on peut l'interroger, le critiquer Puis en plus, dans une histoire qui est souvent réinvoquée dans le discours politique, critiquée en plus, les chercheurs sont critiqués, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui s'agrègent effectivement sur ce défi mémoriel autour de la personnalité de Marc Bloch. On sent que c'est vraiment la discipline historique, en tout cas, et la place de l'historien dans la société qui se pose aussi là, quoi. Oui, disons qu'en fait, alors c'est vrai que depuis les années 2000, en particulier depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, il y a une vraie inflation des mobilisations, manipulations de l'histoire dans le champ politique et médiatique. C'est absolument, même à certains côtés, effrayant quand même. Mais bon, c'est comme ça. C'est une dynamique aussi française, parce que de l'étranger, la plupart des collègues sont assez fascinés par la place qu'occupe l'histoire dans le débat public, on va dire, en sens large, à chaque élection présidentielle, mais même parfois. Et là, je suis sûr que ça va rejouer. Oui, bien sûr. Et puis, Marc Bloch, il a l'avantage de paraître, je dis paraître parce qu'en fait, il ne l'est pas tant que ça, mais bon, en tout cas, le discours public qui est porté sur Marc Bloch, de faire consensus. Voilà, il plaît à tout le monde, il est perçu comme sans aspérité, je pense que c'est pas du tout le cas, mais enfin, c'est parce qu'il est aussi pas très bien connu, donc on voit pas forcément ce qui peut coincer, ou ce qui, de son vivant, a beaucoup coincé. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il fait figure un peu, figure consensuelle, parce que finalement, il va satisfaire les uns avec cette dynamique un peu service national, engagement héroïque à travers l'armée et la guerre. C'est l'intellectuel, mais c'est aussi l'antifasciste, donc voilà, parce qu'il s'est quand même engagé dès 1934, au moins, dans une dynamique antifasciste avec laquelle il avait aussi des formes de réticence, résistance. C'est un personnage complexe. Mais clairement, de manière résolue, il s'est engagé aux côtés de l'antifascisme, aux côtés du Front populaire. Donc voilà, il parle à plein de gens qui vont avoir leur Marc Bloch. C'est ça. Et donc nous, on va discuter de Marc Bloch ce soir. C'est justement le but. L'idée, c'est de le voir une palette complète, quoi. Exactement. D'essayer de le plus divers possible et le plus exhaustif possible. On ne pourra pas évidemment parler de Marc Bloch dans toute sa complexité, évidemment, ce soir. L'idée, c'est peut-être que certains d'entre vous découvrent la personnalité de Marc Bloch, et donc notamment à travers ce livre que vous avez co-dirigé avec Yann Potin, Marc Bloch, l'histoire en résistance. L'idée, justement, c'est que dans ce livre, vous avez plutôt essayé au lieu de parler peut-être de Marc Bloch le résistant, dont on va beaucoup entendre parler, je pense, dans les semaines qui viennent, parler de Marc Bloch l'historien, qui était-il vraiment ? Mais avant d'y aller peut-être, moi j'ai une petite question. Est-ce que vous avez parlé effectivement des choses qui étaient mises en place dans le secondaire pour parler de Marc Bloch ? Est-ce que les historiens, et c'est une question un peu naïve, sont par cette cellule mémoire de l'Élysée, est-ce qu'on vous demande votre avis ? Est-ce qu'on vient vous demander comment est-ce qu'on peut organiser tout ça ? Non, pas du tout. D'accord. Non. C'est vraiment... c'est assez... non. En fait, le vis-à-vis de la cellule mémoire Élysée, c'est la famille. Parce qu'en fait, pour une panthéonisation, il faut absolument avoir l'accord de la famille, bien sûr, qui ne va pas toujours de soi. Là, en l'occurrence, peut-être que les historiens sont un peu plus associés que d'habitude, justement grâce à la famille. D'abord parce que dès le départ, dans la famille, il n'y avait pas consensus pour la panthéonisation. D'accord. Et que malgré tout... La plupart des historiens ont plutôt plaidé lorsqu'ils étaient consultés par la famille en faveur, y voyant, on va dire, une opportunité de mettre en avant notamment, une figure d'historien, c'est pas tous les jours, une figure d'intellectuel, c'est pas tous les jours. Donc il y avait cet enjeu-là. Et puis ensuite, la famille n'a cessé, je dirais, de vouloir mobiliser les élèves, les étudiants, les enseignants, les chercheurs en faveur de cette panthéonisation et de l'associer dans le temps long, que ce ne soit pas qu'une cérémonie publique le 23, mais qui est finalement durant toute l'année, parce qu'il y a des projets qui se sont lancés dès le printemps dernier, les projets pédagogiques, et puis finalement, de sensibiliser, d'en profiter pour sensibiliser les élèves, les étudiants. Et donc nous, on n'est pas du tout des vis-à-vis, non, de l'autorité ou de l'institution.
politique, non, pas du tout. Après, en revanche, malgré tout, par les actions qui sont menées, je pense qu'on oblige pour le coup le politique à prendre aussi en considération... Enfin, moi, je l'ai vu surtout en comparant ce qui s'est passé pour Robert Badinter et ce qui se passe pour Marc Bloch. Ou pour Marc Bloch, il y a une mobilisation beaucoup plus vaste de la profession, depuis justement vraiment les instituteurs, institutrices, jusqu'aux professeurs d'université, en passant par les élèves et les étudiants, qui, à mon avis, n'a pu qu'être entendu. Et j'espère, on le verra on verra ce que ça donnera le 23 juin, mais déjà, on en a des premiers signes. On voit bien qu'on est quand même perçu comme un vis-à-vis non illégitime. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. On vous le disait, donc, ce livre, Marc Bloch, l'histoire en résistance. Et ben voilà, la caméra qui s'est rééteinte, on verra bien. Marc Bloch, donc, l'histoire en résistance. L'idée, évidemment, c'est de saisir. Vous avez donc travaillé sur ce livre de manière à pouvoir, justement, revenir sur qui était Marc Bloch, au-delà du résistant, son travail, notamment son travail très important sur l'historiographie française. Pour ceux qui ne sont pas étudiants en histoire, l'historiographie, qu'est-ce que c'est ? Moi, on me l'a toujours présenté en tant qu'étudiant, c'est l'histoire de l'histoire. C'est-à-dire comment est-ce qu'à travers l'histoire, les historiens, des écoles d'historiens ont étudié l'histoire de différentes manières, sous différents angles. Et donc, évidemment, Marc Bloch, lui, a amené une certaine vision, avec d'autres, de l'histoire. Justement, pour certains qui vont découvrir Marc Bloch, qui ont peut-être juste entendu parler de Marc Bloch dans L'étrange défaite, finalement, d'où il vient ? Qui est Marc Bloch avant qu'il soit l'historien ? Dans quel contexte est-ce qu'il naît ? Alors, Marc Bloch, c'est on va dire, si on doit le faire très très vite, c'est un fils de la bourgeoisie intellectuelle, républicaine, alsacienne, juive déjudaïsée, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin déconfessionnalisée plutôt, pas déjudaïsée, mais déconfessionnalisée. Donc là-dedans, il y a pas mal de choses qui sont importantes. C'est effectivement, sa famille est originaire d'Alsace. Lui, il est né à Lyon, il a été éduqué à Paris, c'est un Parisien, vraiment. Mais son père était né en Alsace et sa famille était alsacienne depuis le XVIIIe siècle et ça a un rôle important parce qu'en fait, son père, après la guerre de 1870, qui voit l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par l'Allemagne, fait le choix de la France. Et fait le choix de la France pour des raisons vraiment politiques, c'est-à-dire il fait le choix de la République française aux dépens du Reich allemand, de l'Empire allemand, parce que la République, c'est la fille de la Révolution et c'est celle qui a notamment émancipé les Juifs, et pas que les Juifs, disons que c'est le message d'égalité civique qui est derrière. Et ça, on sait que Marc Bloch en est l'héritier, parce que dans L'étrange défaite, quand il fait son portrait, c'est la seule fois où il fait un autoportrait, c'est quelqu'un de très pudique, Marc Bloch, donc il ne parle pas beaucoup de lui-même, et là, il évoque sa famille, et il évoque notamment le choix de son père et de ses oncles, qui ont combattu dans Strasbourg contre les Allemands en 1870-71, qui ont fait le choix de la France, et il évoque aussi un aïeul qui a combattu dans l'armée de la République, en l'an 2 de la République. Donc, cet enracinement, je dirais, dans la France est un enracinement dans la République. Et ça... Déjà, ça dessine quand même un horizon biographique pour lui qui est fort dans la longue durée. Cet enracinement dans la République, lié donc au judaïsme, on le retrouve au moment de l'affaire Dreyfus, parce que son père... Ça me fait complètement penser au parcours de la famille Dreyfus. Voilà, et toute sa alors, alsacien aussi, oui, c'est clair, bien sûr, effectivement, et puis aussi déconfessionnalisé, c'est-à-dire c'est un judaïsme d'assignation plus que de... Et en plus, au moment de l'affaire Dreyfus, Gustave Bloch et tout le milieu des intellectuels autour de Gustave Bloch avait pris parti pour Dreyfus et Marc Bloch a été socialisé dans cet environnement. Donc il y a cet horizon alsacien perdu, l'attachement à la République et de ses élites juives éclairées. Après, la dimension pur produit de la méritocratie républicaine, parce qu'en fait, il y a un collègue qui a dit c'est un enfant de la balle, et je trouve que c'est une belle expression, c'est une juste expression, parce qu'en fait, c'est un héritier. Oui. C'est un héritier. Son père était professeur d'histoire antique romaine à l'École normale supérieure, à la Sorbonne. Il y avait un terreau fertile. Et lui, il empruntait la même voie. Il a été, finalement... Il avait réussi, son père aussi, l'École française de Rome, l'École française d'Athènes. Donc, il cochait toutes les cases, je dirais, de la méritocratie républicaine. Et finalement, Marc Bloch, il s'est mis d'abord dans les pas de son père. C'est-à-dire qu'il est devenu historien, alors pas de l'Antiquité, du Moyen-Âge, mais il a fait l'École normale supérieure. Il n'y a pas enseigné, mais il a fini sa carrière à la Sorbonne, après avoir été surtout prof à Strasbourg, de nouveau. Donc, l'Alsace reste présente. Donc, cette dimension intellectuelle, méritocratique c'est un pur produit de la Troisième République. Oui. Voilà, il assume tout cela. Et c'est aussi un pur produit de
l'histoire de la discipline historique telle qu'elle s'invente en France à l'époque, parce que c'est vraiment entre la fin de l'Empire et surtout la Troisième République que l'histoire professionnelle, avec des universités, avec des départements d'histoire, avec une histoire découpée en périodes, Antiquité, Moyen-Âge, moderne, contemporaine, avec des examens spécifiques, des cours, tout ça, ce qui existe aujourd'hui, les premiers jalons, ils sont posés dans ces années-là. Et la famille de Marc Bloch y participe, et Marc Bloch lui-même en est aussi le fruit et un héritier, et il est formé à l'histoire par ces générations qui inventent l'histoire critique, qu'on appelle les positivistes, les méthodiques, comme on voudra, et dont il est l'héritier, et qui est aussi ce même milieu d'ailleurs, républicain, dreyfusard, intellectuel. Ouais. Il y a des juifs, des protestants qui sont assez nombreux, parce qu'en fait, voilà, il y a aussi l'idée qu'il y a une forme de reconnaissance à la République, de l'égalité. D'accord. Puis, bien sûr, il y a des non-juifs, non-protestants, il y a un peu de tout, mais ça a participé de cette dynamique-là. Donc voilà, lui vient de ce milieu-là, et d'ailleurs, son lien à son père est vraiment important, parce que par exemple, il va dédicacer à son père Les Rois Thaumaturges, qui est son premier essai en 1924. D'accord. Il les dédicace à son père, Mon premier maître. Oui, d'accord, donc en ce sens... Donc, évidemment. On sent qu'avec son père, n'a pas été qu'un père, mais aussi un professeur assez sévère, parce qu'il l'a eu même comme prof à l'école normale supérieure à la rue d'Ulm. Et on a d'ailleurs conservé, je l'ai appris récemment, j'ai découvert récemment grâce à des collègues, des bulletins scolaires. Signés par son père. Voilà, avec des appréciations de son père, qui n'était pas tendre envers son fils. et donc, on voit ce contexte aussi assez rigoureux, exigeant, où la réussite scolaire est un impératif et participe d'une forme aussi d'intégration au pays, à la nation, quoi. C'est intéressant, on va en reparler notamment de ce terreau fertile dans lequel grandit Marc Bloch, mais aussi étudiant, c'est-à-dire qui sont ses maîtres aussi. Il y a des questions déjà sur les tranches des fêtes, on y reviendra un peu plus tard si vous voulez. Donc si vous avez des questions, gardez-les pour tout à l'heure. Évidemment qu'on aura un passage sur les tranches des fêtes, mais effectivement, je pense que c'est important aussi de saisir dans quel contexte est-ce que l'étudiant Marc Bloch évolue, c'est-à-dire qu'effectivement, des historiens de cette période-là, on en connaît certains, mais finalement... quand on est étudiant en histoire aujourd'hui, on nous explique les différentes écoles, on a une forme un peu de généalogie de l'histoire tout au long du XXe siècle et comment est-ce qu'on en est arrivé là. Là, vous nous expliquez, c'est un petit peu différent, mais il y a quand même une historiographie française qui existe et qui se forme à ce moment-là. Ah oui, disons que, par exemple... Alors, oui, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est... donc, il est formé dans l'école dite méthodique, qui est vraiment l'école qui invente l'histoire professionnelle. Notamment parce que cette histoire méthodique, elle se développe dans les années surtout 1870-1880 par imitation-réaction face à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a depuis le milieu du 19e siècle, parfois même un peu avant, vraiment une école historique qui fait autorité, notamment par sa professionnalisation, qui est fondée notamment sur l'idée que le vrai historien, il doit aller aux documents primaires, ce qu'on appelle les sources. Oui. C'est-à-dire vraiment aux documents primaires, il doit aller éditer, les publier, les critiquer, et c'est ça le fondement de l'histoire. Et donc, cette dynamique-là, en Allemagne, elle apparaît déjà très développée dès les années 1850-60, et la défaite de la France est perçue dans les milieux intellectuels comme étant aussi une défaite intellectuelle. Et donc, à partir de 1870, l'université française va vraiment se construire pour relever une sorte de défi allemand, et d'imiter les structures des universités allemandes, certaines structures pédagogiques mises en œuvre en Allemagne, et puis des structures intellectuelles, la manière dont on fait l'histoire en Allemagne. Et d'ailleurs, Marc Bloch va faire un séjour d'études en Allemagne, à Berlin et à Leipzig, dans les années 1909-1910, et c'est fondamental dans son parcours, 1908-1909. C'est fondamental dans son parcours. On envoyait tous les historiens, pour être sérieux, il fallait déjà connaître l'allemand. Oui. C'est-à-dire qu'il se fait, à un moment, il dit à certains de ses élèves dans les années 20-30, bon, il serait temps de vous mettre à l'allemand. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que... voilà. Donc ça, c'est important parce que donc, le premier socle, c'est cette histoire positive qu'on appelle parfois de manière péjorative positiviste parce que Marc Bloch et sa génération se sont opposés après, dans les années 20-30, à cette manière de faire de l'histoire. On y reviendra sans doute. Mais il en est aussi l'héritier parce qu'en 1914, quand il est prof en lycée à Amiens, il fait un discours qui est aujourd'hui qu'on retrouve en ligne très facilement, critique documentaire, critique du témoignage, qui est adressé à des lycéens. Alors certes, c'est le lycée de l'époque, beaucoup plus élitiste, sélectif qu'aujourd'hui, mais quand même adressé à des lycéens pour une remise des prix de fin d'année.
et qui contient déjà en germe beaucoup d'éléments de sa manière d'envisager l'histoire. Et au cœur de cette manière, on a l'idée que la pensée critique, l'exercice de la critique, c'est au cœur de la démarche de l'historien. Et cette critique, elle s'exerce d'abord et avant tout sur les documents légués par le passé et qui nous servent à faire l'histoire. Et ça, c'est le milieu dans lequel il a été vraiment baigné. Son père a été baigné là-dedans. Après, il n'est pas le fils que de cette génération-là, même s'il s'en reconnaît l'héritier, puisqu'il a aussi reçu l'héritage, et là, on va dire, plus novateur, plus, on dirait aujourd'hui, avec un mot un peu à la mode, disruptif, des sciences sociales émergentes, et en particulier de celles qui se présentaient comme la science sociale, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie. Un terme qui était déjà utilisé à l'époque, mais de manière moins technique, moins précise, qui était, donc la sociologie française, fondée par Émile Durkheim, qui était vraiment un monstre intellectuel à l'époque. D'accord. Il faut voir, il était vraiment très réputé dès avant la guerre 14 pour être l'inventeur de cette discipline vis-à-vis desquels les historiens, qui va polémiquer tout de suite avec l'histoire, parce que Durkheim va considérer que finalement l'objet de la sociologie et de l'histoire c'est le même, c'est l'étude des sociétés. D'accord. Il y a une petite variante, l'histoire c'est les sociétés dans le passé, la sociologie c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, mais en même temps Durkheim il remonte assez facilement dans le temps. Mais en revanche, Durkheim va énormément reprocher aux historiens de toujours être dans le particulier, le singulier, le détail, l'anecdotique, et de ne pas vouloir avoir une analyse plus globale, systématique, réfléchir à des formes de régularité, voire des lois. Il imagine même qu'il y a des lois. Et cette histoire plus ambitieuse intellectuellement, elle va clairement inspirer Marc Bloch. Il suivra des cours, parce que c'était obligatoire, de Durkheim, mais il va s'abonner très vite à la revue qu'avait fondée Durkheim, qui est une revue majeure, l'année sociologique, qui est une revue majeure vraiment des années 1900-1910. Il va aussi fréquenter une autre revue qui s'appelait la revue de synthèse historique, qui était aussi une revue pluridisciplinaire, où il y avait des philosophes, des historiens, des sociologues, des géographes. Donc, dès les années 1900-1910, il est interpellé par une vraie rénovation, je dirais, de la manière dont on étudie les sociétés, tous azimuts, avec des objets très variés, mais en revanche avec des méthodes qui ne sont pas uniquement des méthodes de critique documentaire, mais qui sont aussi des méthodes de l'enquête, qui sont des méthodes où ils veulent mettre en avant surtout des problèmes. Voilà, déjà, finalement, la sociologie s'adresse à des problèmes. Quand Durkheim veut décrire le suicide en France, il va essayer de dégager des formes de régularité pour essayer de comprendre le phénomène au-delà des cas individuels, des gens qui se suicident, mais essayer de comprendre que c'est un phénomène social. Et ça, finalement, c'est un sujet aussi d'historien. Bien sûr. Le suicide dans l'histoire. Voilà. Donc Marc Bloch, il est à cheval sur ces deux mondes. L'héritier de l'école positiviste méthodique, parce qu'elle donne des clés techniques, on va dire. Il va dire qu'il est un artisan, tout au long de sa vie, un artisan de l'histoire, parce qu'il est... Voilà. Et en même temps, plus intellectuel, plus analytique, puisque dès des carnets de jeunesse qu'il tient, il va dire, il faut remplacer l'événement par le phénomène, par exemple. C'est-à-dire l'événement, c'est bien, mais le phénomène, c'est mieux. Il faut remplacer l'analyse. Enfin, il faut remplacer, la description par l'analyse. Ça vient de la sociologie. Ça va être intéressant, on va revenir après, mais surtout, on va dire aussi l'analyse des sociétés, des groupes, mais aussi des mentalités, et comment est-ce que tout ça se répond. On va y revenir. Mais Marc Bloch, c'est vrai que beaucoup de gens, et certains en parlent évidemment de l'étrange défaite, on y reviendra plus tard, mais à la base, c'est un médiéviste. Et sur quoi est-ce qu'on va dire à la fin de son parcours universitaire, quand il va écrire une thèse, il écrit sur quoi finalement? Sur quelle partie de l'histoire est-ce qu'il travaille au départ? Alors, ses premiers objets, c'est de travailler... alors, ça paraît très technique, mais après, je vais vous montrer qu'en fait, ça s'inscrit quand même dans quelque chose d'assez... D'accord, très bien. On s'accroche dans le chat, on s'accroche. Il travaille sur les serfs. C'est-à-dire, il veut comprendre l'état, ce qu'on appelle l'état de servitude, et non pas l'esclavage, à partir du moment où, d'abord, ça concerne d'immenses majorités de la population, et Bloch, il s'intéresse au collectif, et ça aussi, ça devient de la sociologie, c'est-à-dire que c'est pas un historien de l'individu, voilà, c'est-à-dire que l'individu, pour lui, c'est pas inintéressant, mais ça doit venir après le collectif et le social. Donc, les serfs, c'était une immense majorité de la population, voilà, en tout cas, ceux qui étaient décrits comme serfs. Est-ce qu'on peut rappeler, est-ce que c'est les serfs au Moyen-Âge, c'est des paysans, mais qui sont, on va dire... qui appartiennent aux seigneurs, c'est-à-dire ils ont un statut un peu particulier, pas tout à fait libre, mais pas tout à fait... Alors, c'est le problème, c'est justement le problème, là où on est au cœur du problème, c'est-à-dire qu'en fait, les serfs, ils sont désignés par un terme qui est équivalent
du terme par lequel on désignait les esclaves dans l'Antiquité. Le Moyen-Âge, ça suit l'Antiquité. Et donc, pour Marc Bloch, la question, c'est qu'il constate bien que les serfs du Moyen-Âge, entre en gros le 9e, 10e, puis lui jusqu'au 14e siècle, quand ils voient leur statut, concrètement, est-ce qu'ils sont... leur statut ne ressemble pas au statut des esclaves antiques. Par exemple, ils peuvent transmettre leurs terres à leurs enfants, sous certaines conditions, hein, mais ils peuvent le transmettre, ce qu'un esclave ne pouvait pas faire. Un esclave était entièrement sous la main juridique de son maître, qui pouvait le mettre à mort. Au Moyen-Âge, un seigneur ne peut pas mettre à mort un serf. Donc, il constate des écarts, mais il constate que le mot est le même. Et ça, déjà, on est pour lui sur un problème historique. Pourquoi on désigne une réalité différente avec un même mot ? Pourquoi on n'a pas inventé un nouveau mot ? Et puis, par ailleurs, ce qui l'intéresse, c'est le changement. C'est-à-dire comment on passe d'une société antique où l'esclavage était central dans l'économie à une société médiévale où le servage est très présent dans la société, mais pas forcément central dans l'économie. Donc les serfs, oui, ce sont des dépendants, on va dire, si on peut les qualifier, ce sont des dépendants. Ils peuvent pas, ils tiennent leur terre d'un seigneur et en échange de cette tenure, ils vont devoir des services en nature, en espèces, en travail, les fameuses corvées. Ils vont devoir travailler gratuitement pour le seigneur. Ils vont devoir verser des redevances, parfois une poule, parfois une quantité de blé, voilà, des choses comme ça. Mais ils ont aussi d'autres interdits. Ils peuvent pas se marier librement. Il faut qu'ils demandent l'autorisation du seigneur. Ils peuvent pas transmettre librement la terre à leurs enfants. Ils peuvent la transmettre, mais en échange de... Voilà. Donc, il y a toute une série comme ça de marqueurs de dépendance qui les lient à leur seigneur et qui les attachent aussi à la terre. Parce qu'ils sont pas mobiles. Ils peuvent pas se déplacer librement. Donc, tout ça, c'est des marqueurs de servitude. Et ce qui intéresse Marc Bloch, c'est vraiment d'interroger ce statut dans un cadre non juridique. C'est-à-dire qu'il vient dans un monde où l'histoire traditionnelle, telle qu'elle se faisait, très marquée par le droit et l'histoire du droit, définissait les statuts des personnes par des critères juridiques et donc des critères aussi assez immuables. Et que l'idée, ça ne change pas. Et lui, il vient à la fois en historien, en sociologue, nous dire que, non, en fait, ça change. Même si les mots ne changent pas, les choses changent. Et parfois, les mots changent sans que les choses changent. Enfin, qu'il y a un rapport compliqué entre les mots et les choses. Et puis, il vient nous dire que l'histoire, c'est quand même du changement avant tout et que c'est pas vrai que sur 1000 ans, les choses n'évoluent pas. Même, voilà. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est comment on passe de l'Antiquité au Moyen-Âge. Et ensuite, il constate aussi que même au Moyen-Âge, finalement, la servitude, c'est pas évident. On va la décrire de manière très différente selon les lieux, les moments. Et donc, ça, il le met à jour de manière assez originale dans sa thèse. Parce que c'est ça son premier travail. Il réfléchit sur les serfs d'Île-de-France. Et il se dit, je vais étudier le moment où on cesse d'être serf. Qu'est-ce qui fait qu'on cesse d'être serf ? Un rapport à la liberté aussi. Et le rapport à la liberté. Et à l'affranchissement. Qu'est-ce qui fait... Alors, d'abord, pourquoi les seigneurs vont affranchir ? Parce que finalement, quand on est indépendant, c'est quand même bien commode. Pourquoi on affranchit ? Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire affranchir ? Et il va déduire de ce que ça veut dire affranchir, qu'est-ce que ça veut dire servitude. Et là, il va se rendre compte qu'en fait, c'est varié, ça va dépendre des contextes, des circonstances. Et qu'est-ce que ça veut dire être libre aussi ? Qu'est-ce que ça veut dire être libre ? Est-ce que c'est une indépendance de la terre ? Est-ce que c'est une indépendance financière ? Est-ce que c'est quand on paye moins de taxes ? Et là, il va se rendre compte que, par exemple, derrière le mot affranchissement, alors oui, les rois, parce qu'il s'intéresse aux rois, puisque c'est les rois qui sont les seigneurs en Île-de-France, donc c'est en tant que seigneurs que les rois vont libérer leurs serfs. Mais alors, libérer, qu'est-ce que ça veut dire ? Affranchir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils constatent que oui, ils vont gagner une liberté personnelle, individuelle, c'est-à-dire qu'ils vont plus, par exemple, avoir des corvées. Ça, ils vont plus y être astreints. Ils vont pouvoir transmettre plus librement leurs biens. OK. Mais en fait, cet affranchissement, ils vont l'acheter au roi. Le roi va pas leur accorder librement. Il va le vendre. Et donc, ils vont s'endetter. Et des endettements conséquents qui font qu'ils vont avoir des crédits, mais de longue durée. Et pas des crédits anecdotiques. Des crédits qui vont vraiment être coûteux pour eux. Et donc là, il se dit, finalement, est-ce qu'ils sont vraiment libres ? Parce qu'ils sont libres sur le plan juridique, mais ils restent dépendants sur le plan économique. Et c'est là qu'il est dans vraiment déjà ce qu'il va théoriser un peu après, c'est l'histoire problème. C'est-à-dire de dire, là, le problème historique, c'est pourquoi les paysans ont accepté ce marché, pourquoi le roi a préféré troquer une dépendance économique. Et là, il dit, oui, finalement, les rois, à ce moment-là, c'est pas un hasard, les affranchissements, c'est fin 13e, parce que c'est le moment où les caisses sont vides, où il y a des guerres qui sont très coûteuses pour le roi de France, dans le nord notamment de la France, contre les communes flamandes. Et c'est une forme de ponction fiscale pour compenser des trous dans le... Voilà, c'est déjà les problèmes de l'endettement de l'État, en quelque sorte. Et il va substituer une forme de dépendance à une autre. D'accord. Et pour les paysans, qu'est-ce qu'ils y voient comme intérêt ?
ils se voient justement comme intérêt qu'ils préfèrent une dépendance économique à une préférence juridique, parce que par exemple, ils vont pouvoir transmettre la terre à leurs enfants. Cette dynamique héréditaire où on va pouvoir continuer, on va pouvoir privilégier ses enfants, c'est pas anecdotique pour beaucoup de paysans. Donc voilà, donc il y a des facteurs. Et donc c'est ça son premier travail, c'est là-dessus. Je dis son premier travail, mais en fait, son dernier article en 1946 porte encore sur ces questions d'esclavage, de servage, de liberté. Donc la question de la liberté, je pense que c'était une question qui n'était pas qu'intellectuelle pour lui. Je pense qu'elle avait des résonances aussi biographiques, surtout que il le dit jamais explicitement. Donc là, je cours un petit risque, mais les Juifs en Île-de-France et dans le domaine royal, ils étaient pour partie assimilés aux serfs. Et on les appelait parfois les serfs du roi. Et donc, c'est intéressant là de voir qu'il y a quelque chose qui a dû faire quand même écho d'une manière ou d'une autre, avec des dépendances de longue durée qui pesaient aussi sur les Juifs en France, mais pas seulement, je dirais. Et que donc cette question, on va dire, du statut personnel, de la liberté, de la servitude, avait sans doute des formes d'écho aussi biographiques quand même, familiaux, avec la trajectoire de la famille Bloch, quoi. Oui, bien sûr. Alors, à titre hypothétique, en tout cas. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est sûr que l'historien, de manière générale, est toujours... même s'il essaie d'être objectif dans son travail, il a toujours ses propres contraintes personnelles dans la société dans laquelle il se trouve, d'où il est issu, évidemment. Vous le disiez aussi que c'est vraiment quelque chose qui va un peu le travailler tout au long de sa vie. Je me posais aussi une question, c'est à quel point est-ce que l'expérience combattante, parce que Marc Bloch a été combattant de la Première Guerre mondiale, a-t-il fait évoluer peut-être a-t-il évoluer ou non d'ailleurs son rapport à ses recherches? Alors oui, moi je pense que ça a fait évoluer comme toute expérience. Parce qu'en fait, il a théorisé ça même dans l'Apologie à la fin qui est un livre posthume, puisqu'il n'a pas pu le finir, il l'a entamé pendant la guerre en clandestinité. Mais clairement, la notion d'expérience, elle est un peu centrale chez lui, d'un point de vue très concret, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de dire que finalement que le travail de l'historien doit se nourrir des expériences du présent. Et c'est pas théorique, c'est-à-dire que c'est vraiment les expériences personnelles et biographiques qu'un historien peut connaître dans sa vie, doivent pouvoir faire écho, le nourrir. Voilà. C'est pour ça que je me risquais à cette hypothèse sur la question de la servitude, parce que je pense que ça a peut-être un rapport. Oui. Et à ce titre-là, l'expérience de guerre, c'est une expérience extraordinaire pour ces intellectuels. Ça a d'ailleurs été étudié de manière un peu générale, pas uniquement sur le cas Marc Bloch, parce que c'est le moment où, dans une société qui était très hiérarchisée, en fait, la Troisième République, c'est pas une démocratie aussi, je dirais, égalitaire, malgré tout ce qu'on peut dire sur notre démocratie contemporaine qu'on a aujourd'hui. Par exemple, le système scolaire était très hiérarchique. Les enfants de bourgeois allaient au lycée, les enfants des classes populaires allaient à l'école primaire supérieure au mieux. Donc, c'était très... Voilà. Donc, la guerre, c'est déjà, surtout quand elle est menée dans les tranchées, c'est pour ces intellectuels bourgeois être au contact du peuple. Et il le dit, il le reconnaît. Il est très curieux de toutes les expériences et des échanges qu'il a avec les hommes qu'il a sous ses ordres assez vite, et qui, pour lui, sont une forme d'accès assez exceptionnelle, en plus, à une France rurale. Et lui, il va s'intéresser les serfs, ce sont des paysans, pour la plupart, pas que, mais c'est des paysans. Dans les années 20, il va s'intéresser à l'histoire rurale, au paysage, à la fabrique du paysage, puis il va s'intéresser à l'histoire économique. Et au Moyen-Âge, l'histoire économique, c'est 90% d'histoire agraire et agricole. Donc, ce monde rural, ce monde paysan l'intéresse, même si lui, il n'en a pas une connaissance familiale directe. En revanche, dans les tranchées, il va rencontrer des paysans. Et ça va vraiment l'intéresser. Il y a beaucoup de choses qui vont l'intéresser dans les récits de ces paysans, que ce soit des récits familiaux, d'ordre privé, ou des récits plus collectifs, d'ordre du travail ou de la vie villageoise. Donc déjà, sans son rapport aussi à la sociologie aussi qui devait l'intéresser. Ouais. Complètement, c'est-à-dire que là, il est en mode enquête de terrain, quoi. Entre deux obus, petite enquête de terrain. Mais oui, et vraiment. Et après, au-delà de ça, il y a des phénomènes qui vont le fasciner aussi pendant la guerre et dont on a pu repérer assez vite les échos dans son œuvre de médiéviste. C'est la fameuse question des rumeurs de guerre, à partir notamment de 1916, puisqu'il est fasciné par les fausses, qu'il appelait après les fausses nouvelles de la guerre, qui sont en fait non pas des fake news comme on dit aujourd'hui, qui sont plutôt des rumeurs, mais dont il constate qu'elles ont du succès, alors qu'assez vite on a les moyens de savoir qu'elles sont erronées, et dont il constate même qu'à certains moments lui-même est tenté d'y croire. Ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il s'observe lui-même, il n'observe pas que les autres, en se disant, par exemple il y a une rumeur qui circulait sur les Russes avaient bombardé Berlin. Bon, c'était irréaliste vu la distance qui séparait le front de Berlin. Mais
ils avaient tellement envie d'y croire, et lui-même se dit à un moment, j'ai failli y croire. Et ça l'oblige à se dire, pourquoi j'ai failli y croire ? Quelles sont les conditions concrètes qui me font être sensible à la réception d'une fausse nouvelle ? Et il se dit, je suis épuisé, j'en ai marre de la guerre, j'ai vraiment envie qu'il y ait une percée côté russe, donc tout événement qui me va dans ce sens-là, j'ai envie d'y croire. Alors la fausse nouvelle, lui, qui va vraiment l'intéresser, il n'y croit pas, c'est celle qui fait croire qu'il y a des... qui diffuse l'idée qu'il y a une 5e colonne, qu'il y a des Allemands infiltrés à l'arrière, mais à l'arrière immédiat du front, dans les campagnes. Et là, ce qui l'intéresse, c'est qu'en fait, ça fait écho à des rumeurs qu'il a étudiées comme étudiant avant-guerre, des rumeurs médiévales. Par exemple, des rumeurs qui tournaient autour de la figure de Jeanne d'Arc. Il y a plein de rumeurs autour de Jeanne d'Arc, ce qu'elle pouvait être, d'où elle pouvait venir, etc., etc. Et il nous dit finalement, avec les poilus, j'ai l'impression de retourner à des mentalités médiévales. Donc, c'est pas uniquement la guerre qui l'inspire pour le Moyen-Âge, c'est le Moyen-Âge qui le rend sensible à des phénomènes contemporains, qui à leur tour vont l'amener à réétudier le Moyen-Âge. Donc c'est un vrai aller-retour. Et ça, c'est vraiment au cœur de son expérience de guerre. C'est super intéressant parce qu'on avait fait un travail avec le Mémorial de Verdun sur un capitaine qui avait fait la bataille de Verdun et qui était lui aussi issu de l'école normale supérieure et dont on avait étudié le carnet. Et effectivement, on sentait, qui était devenu professeur d'histoire par la suite, et dont on sentait aussi cette capacité à prendre du recul sur les événements et à s'observer au milieu de ces hommes en tant que capitaine, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Donc c'est assez intéressant de voir que des gens issus un petit peu de la même formation ont un peu ces réflexes aussi d'observer autour d'eux, essayer de prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe. Il y a même des choses assez étonnantes. C'est que dans Les Rois thaumaturges, un livre extrêmement savant, publié en 1924, on y reviendra peut-être, mais qui étudie un miracle opéré par les rois de France. Ce miracle, le foyer, on va dire, initial d'attestation du miracle, enfin pas d'attestation du miracle, mais plutôt d'enracinement du lieu où ce miracle est censé avoir lieu de manière la plus récurrente, c'est une petite église à Corbeny, à côté de laquelle il se trouve qu'il a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il se trouve à proximité du front. Et en fait, il a une petite note dans Les Rois thaumaturges où il évoque ça. Oui. Et donc on voit bien alors il évoque de manière pour le coup anecdotique le fait que ce lieu pour lui a une résonance biographique par rapport à son engagement de la Première Guerre mondiale. Mais il aurait pu ne pas l'écrire. Le fait qu'il le mentionne n'est pas très important dans sa démonstration, mais montre qu'il y a une vraie unité entre ce qu'il a vécu et finalement ce qu'il réfléchit après la guerre. Il y a un autre petit élément, on n'en est pas sûr non plus, mais à titre hypothétique, c'est quand même fascinant que dans Les caractères originaux de l'histoire rurale française, qui est un autre livre qu'il fait à la fin des années 20, il va utiliser la photographie aérienne des campagnes comme matériel, comme source. Ça n'allait pas du tout de soi pour un médiéviste de considérer qu'une photographie aérienne contemporaine pouvait être utile à l'histoire des campagnes médiévales ou modernes. Et ça, malgré tout, le premier usage de la photographie aérienne systématique à laquelle il a pu être confronté, c'est quand même pendant la Première Guerre mondiale. Donc on n'en a pas la certitude puisqu'il ne nous le dit pas explicitement. Mais c'était un officier de renseignement. La photographie aérienne, depuis les avions ou surtout depuis les dirigeables, se met en place à ce moment-là. Ça se met en place à ce moment-là et ça sert pour le renseignement. Donc là aussi, on peut quand même de manière assez légitime, je pense, faire l'hypothèse qu'il y a des formes d'expérience de combattants qui ont excité sa curiosité et qui l'a remobilisé après coup dans des contextes purement intellectuels et savants après-guerre. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Il y a des remarques, évidemment, sur les tranches des faits, mais comme je disais, on y reviendra un petit peu plus tard. Il y a une citation que vous évoquez dans votre chapitre, d'ailleurs, que vous avez écrit dans ce livre, de Carl Ginzburg, qui disait de Marc Bloch, il a abordé d'un point de vue historique des nouveaux problèmes et d'un point de vue nouveau des problèmes traditionnels. Alors ça, tout à fait. Ça, c'est absolument... Donc, Carlo Ginzburg, qui est celui qui a vraiment, le premier d'ailleurs, pointé on va dire, cette idée que la guerre a pu servir en partie de matrice. Alors, à ce fameux article qu'il publie après sur les fausses nouvelles de guerre, et puis au fameux ouvrage des Rois thaumaturges que j'évoquais tout à l'heure. Les Rois thaumaturges, c'est un exemple parfait, parce qu'en fait, les Rois thaumaturges, donc c'est publié en 1924, très peu de temps après la guerre, c'est vraiment une œuvre personnelle, parce que autant Roi et Cerf, c'était la thèse, un exercice académique, autant les Rois thaumaturges, il choisit un sujet vraiment personnellement. Et il choisit un sujet, pour le coup, qui à l'époque, pour les historiens contemporains, surtout de son monde, c'est-à-dire du monde de l'université laïque,
qui considérait que les structures économiques et sociales, c'était le plus important, sous l'influence de la sociologie, s'intéresser à un miracle en soi, bon. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que thaumaturge, les rois thaumaturges peut-être ? Oui, les rois thaumaturges, en fait, ce qui va l'intéresser, c'est la manière dont les gens ont cru que les rois de France et les rois d'Angleterre étaient capables. Alors lui, il le date à partir de la fin du XIe, début du XIIe siècle. Aujourd'hui, on a critiqué ça, mais peu importe. Que les rois allaient être capables de guérir miraculeusement une maladie de peau, qu'on appelle les écroelles, par le toucher royal. Donc le roi thaumaturge, c'est le roi qui fait des miracles. Mais qui fait des miracles alors qu'il n'est pas saint. Parce que celui qui fait des miracles, c'est Dieu à travers les saints. Et là, c'est Dieu à travers des rois qui font des miracles uniquement parce qu'ils sont rois, c'est-à-dire par leur fonction, et pas par leur sainteté personnelle. Et ils font rois aussi parce qu'ils appartiennent à une famille, puisqu'ils sont rois parce qu'ils appartiennent à une dynastie. On est roi de père en fils, de manière héréditaire. Et donc là, il y avait une forme de sainteté familiale, et pas individuelle, et de sainteté fonctionnelle, liée à la monarchie, et pas personnelle, liée au fait qu'on était un excellent chrétien, ou etc., etc. Donc c'est un miracle assez étonnant, à plein de niveaux. Et dont les rois et les entourages royaux, surtout, se sont servis, bien sûr, pour légitimer, glorifier le pouvoir de la royauté. Des royautés françaises et anglaises. Et donc, il va prendre ça comme objet, c'est-à-dire s'intéresser à pourquoi les gens ont cru ça. Et ça, effectivement, c'est une question, alors, dans le monde académique traditionnel, qui est perçue comme, pas comme une question d'histoire à l'époque. En fait, on dit souvent que l'historien ne peut pas sonder le cœur et les âmes. Là, on va vraiment très profond dans la psyché des gens pour vraiment imaginer une rumeur. Comment est-ce qu'on arrive à suivre quelque chose qui finalement se passe juste de bouche en bouche finalement ? Oui, et puis sur lesquels on est assez mal renseigné aussi. C'est-à-dire qu'il y a une enquête documentaire qui est compliquée à mener parce que, bon, à la limite, les rumeurs de la Première Guerre mondiale, il avait les gens sur place, il pouvait les interroger. Là, il s'intéresse à quelque chose qui s'est passé, que les gens ont cru entre le 11e et le 17e en Angleterre, entre le 11e et le 19e en France. C'est pas aussi simple. Donc, effectivement, il y a un objet un peu impalpable, un peu assez complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors lui, il érige ça en objet d'histoire. Il dit finalement, les croyances, c'est un fait social. Alors là, il est sociologue à fond. Parce qu'en fait, Durkheim, c'est vraiment ça. C'est l'idée que les croyances, les phénomènes religieux, ce ne sont pas que des phénomènes spirituels, d'histoire, des mentalités, comme on dirait aujourd'hui. C'est vraiment, lui, il appelait ça des structures mentales, mais il dit finalement, c'est aussi forcément social, et c'est même aussi politique. Parce que dans l'introduction des rois thaumaturges, il nous dit, en faisant ça, moi, je fais une vraie histoire politique. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Il y a 3 niveaux dans les rois thaumaturges. Il s'intéresse à comment les gens ont cru. Et là, il fait une histoire, on pourrait dire, psychologique. C'est vraiment comment on en vient à croire ça. Donc, il s'intéresse aux conditions de réception. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on croit à certaines fake news ? Lui, ça l'intéresse. Comment on croit ? Pourquoi on croit à ce que des rois soient capables d'opérer un miracle ? On y croit d'abord parce qu'on pense que les chefs, s'ils sont chefs, c'est qu'ils ont des pouvoirs de type un peu magique, sacré. En l'occurrence, dans une société chrétienne, donc le magique, le sacré vient du christianisme. Mais il le croit aussi parce qu'il y a des médiateurs. Si on dit qu'il y a des médiateurs, on a basculé dans la société, et pas uniquement dans les faits de croyance. Parce que qui sont ces médiateurs ? On se rend compte qu'il y a des médiateurs qui sont des élites ecclésiastiques depuis assez longtemps. Elles disent que les rois ont des pouvoirs supérieurs au commun des chrétiens. C'est pas forcément des pouvoirs miraculeux, mais des pouvoirs quand même supérieurs. Ça, depuis presque l'Antiquité chrétienne, on attribue aux empereurs puis aux rois des pouvoirs quand même supérieurs et une autorité dans l'Église aussi supérieure. Donc il y a des médiateurs. Et puis à certains moments, il y a même, et c'est là, il nous dit, c'est là que la bascule se fait, il y a des médiateurs qui sont les entourages des rois, qui peuvent être des ecclésiastiques, mais pas uniquement, qui vont percevoir à un moment l'intérêt qu'il y a aussi à valoriser cette légitimité des rois à être des opérateurs de miracles. Et donc là, il bascule aussi dans une histoire politique. Parce que s'intéresser à l'entourage des rois, c'est s'intéresser à des formes idéologiques, finalement, de défense, de promotion de la royauté. Et donc là, il a commencé par une histoire psychologique, puis il a basculé dans une histoire sociale, puis in fine dans une histoire politique. Et quand je dis ça, moi je dis successivement, il bascule d'une à l'autre, mais en fait lui il fait les 3 en même temps tout le temps. Et c'est ça qui est assez remarquable, c'est-à-dire qu'il entremêle des fils perpétuellement entre ces histoires. Et dans le temps long, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a une dynamique chronologique, parce qu'il nous dit ça fait longtemps qu'on croit que les rois
sont au-dessus des autres et peuvent avoir des pouvoirs un peu exceptionnels. En revanche, le pouvoir de guérison de ce miracle, c'est qu'à partir de ce moment-là. Pourquoi ? Et puis, c'est pas partout. C'est en France et en Angleterre. Et là, il nous dit, là, il faut faire une histoire comparée parce que pourquoi uniquement en France et en Angleterre ? Et est-ce que c'est pareil en France et en Angleterre ? Bien sûr, c'est pas pareil. Et donc là, ça l'intéresse aussi. Pourquoi en France, ça a pris une importance énorme qu'en Angleterre, c'est assez secondaire et ça va s'effacer plus vite. Donc là aussi, il fait une histoire politique et sociale. Il nous amène à considérer que c'est pas un absolu, que quand on est en France et en Angleterre, l'histoire, c'est pas la même. Oui. Et il y a une question de Kyros dans le chat qui pose la question: comment est-ce que Fèvre et Bloch se retrouvent à travailler tous les deux sur les questions sociales, respectivement sur l'incroyance au XVIe siècle et les rois thaumaturges ? Alors, là, on fait intervenir un autre personnage qui est fondamental, effectivement, dans la vie de Marc Bloch, parce qu'il ne faudrait pas croire... Alors, j'ai essayé de montrer qu'il était issu de tout un courant, il est complètement isolé. Le dialogue avec la sociologie, il n'est pas du tout le seul à le mener, et Fèvre le mène aussi, justement. Mais il a un vis-à-vis privilégié à partir de 1919-1920, qui est Lucien Fèvre, historien moderniste à Strasbourg, puisque après-guerre, il y a vraiment une politique volontariste de la France de faire de l'Université de Strasbourg une vitrine de la science française face à l'Allemagne, en recrutant alors des jeunes prometteurs. À l'époque, on ne pouvait pas savoir qu'ils allaient être à ce point prometteurs. Il y a toute une série de gens, pas qu'en histoire d'ailleurs, en géographie, en philosophie, etc. Des gens qui vont se fréquenter d'ailleurs. Mais parmi les historiens, il y a ce binôme qui se rencontre et on sait que c'est un coup de foudre intellectuel, même s'ils ont 8 ans d'écart, que donc Fèvre est plus âgé et il y a toujours eu un peu une autorité un peu supérieure par rapport à Fèvre, par rapport à Bloch. Mais ils partagent beaucoup en commun, énormément en commun, et en particulier cette volonté de décrasser en quelque sorte l'histoire, et en particulier en la rénovant par le dialogue avec... Alors, on cite beaucoup la sociologie depuis tout à l'heure, mais il y a aussi la psychologie, d'ailleurs, vous l'avez évoqué tout de suite, ce qu'on appelait à l'époque la psychologie sociale, c'est-à-dire les phénomènes psychologiques à l'échelle des sociétés. Voilà. Et là, c'est un point commun énorme entre Bloch et Fèvre, parce que tous les deux s'intéressent à ça, c'est-à-dire à comment les croyances sont des faits sociaux et peuvent structurer, c'est-à-dire permettre à des sociétés de faire société, c'est-à-dire de tenir, font du lien entre les gens. Et pour Bloch comme pour Fèvre, qui sont tous les deux spécialistes de périodes anciennes malgré tout, c'est-à-dire pré-contemporaine, pré-moderne, où la religion à la fois est structurante, où elle est portée par des institutions structurantes, des églises. Alors à partir du XVIe siècle, c'est pas que l'Église catholique, il y a une pluralité pour Fèvre, mais malgré tout, il y a des églises qui jouent un rôle social bien plus important qu'aujourd'hui. Donc il y a des croyances, des religions, il y a des églises, des institutions. Comment ça fait tenir les sociétés, et comment justement ce sont des phénomènes qu'on ne peut pas considérer en moderne, en contemporain, comme des phénomènes purement religieux. C'est-à-dire que la notion de religion, elle est anachronique. Ouais. Et Fèvre et Fèvre... c'est marrant le lapsus. Bloch et Fèvre, tous les deux pour le coup adhèrent à ça. D'accord. C'est-à-dire que la religion, c'est quelque chose qui est social, politique. Et c'est pour ça qu'ils s'y intéressent tous les deux. Alors, le plus étonnant, c'est pas tant que Fèvre s'y intéresse, parce que Fèvre va s'y intéresser dans la longue durée. Lui, tout au long de sa carrière, il va s'intéresser à ces questions religieuses. Et il y a la question de l'incroyance au XVIe siècle, la question de Rabelais, est-ce qu'un athéisme était possible au XVIe siècle, la question de Marguerite de Navarre et de l'engagement des femmes dans la réforme protestante. Il y a la question de Luther, il a fait une biographie de Luther. Donc, Fèvre a un angle souvent un peu plus individuel et biographique que Bloch, mais en même temps, la question de la religion est centrale. Et pour lui, ce n'est pas une question uniquement de croyance, mais c'est aussi une question politique et sociale. Bloch, en revanche, il va s'y intéresser à un moment, puis il va délaisser un peu ce champ à partir de la fin des années 20, pour des raisons assez complexes, mais ils ont ça en commun, et je pense que pour eux, c'était vraiment un terrain privilégié de réflexion sur les sociétés, à travers ce qui les différenciait de nous. Parce qu'en revanche, ils ont bien conscience qu'au XXe siècle, après la Révolution française, mais de nouveau, c'est un cas français, ça, parce que dans tous les pays d'Europe, la laïcité révolutionnaire ou Troisième République, c'est complètement inconnu, non pratiqué, et pas du tout légitime même. Donc, pour le coup, c'est aussi en Européens qui pensent ça. Parce qu'en fait, c'est des phénomènes européens que cette emprise des religions sur les fonctionnements sociaux. Et ils sont tous les deux très européanophiles. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi européanophile,
Marc Bloch parle beaucoup de langues notamment, il va avoir beaucoup de champs d'études, l'Angleterre mais aussi l'Allemagne, la Belgique, enfin il y a beaucoup de champs auxquels il va s'intéresser, beaucoup de disciplines comme on l'a vu aussi, où il va agréger les connaissances et les savoir-faire de ces différentes disciplines. Comment est-ce que l'historien d'aujourd'hui s'inspire ou voit aussi les limites du travail de Marc Bloch, vous qui êtes médiéviste également, comment est-ce que ça vous inspire ? Je dirais que, alors, c'est clair que sur le plan, factuel, c'est une œuvre qui a vieilli, mais les livres dont on parle, voilà, Les Rois Thaumaturges 1924, Les Caractères originaux 1931, La Société féodale 1939-40, c'est des livres qui ont entre 80 ans et un siècle, c'est logique. D'ailleurs, même quand on... Oui, l'histoire évolue, il faut bien s'en rendre compte aussi. Et aujourd'hui, quel livre publié à 100 ans d'histoire, j'entends un vrai livre savant, on lit encore. En fait, moi, objectivement, le seul que j'ai lu, je dirais in extenso de cette époque, c'est les livres de Marc Bloch. Mm-hmm. J'en ai lu les autres, j'en ai parfois utilisé ponctuellement, parce qu'il publie une source, parce qu'à un moment, il y a une information intéressante, mm-hmm. etc. Mais une œuvre qu'on continue à lire, alors qu'elle est effectivement pour partie périmée sur le fond, c'est-à-dire sur les éléments qu'elle démontre, mm-hmm. C'est quand même assez rare. Alors, pourquoi on continue de les lire ? Moi, en tout cas, à titre personnel, je les lis encore pour plusieurs raisons. La première, c'est la curiosité. C'est-à-dire que ce qui me fascine chez Bloch, c'est qu'il a travaillé sur tout. Mais vraiment, quand on prend la liste de ses articles, il a travaillé sur la littérature arthurienne, il a travaillé sur une statue équestre qui est la façade de la cathédrale de Sens, il travaille sur des agents seigneuriaux en France et en Allemagne, il travaille sur les miracles des rois, il travaille sur les rumeurs, il travaille sur l'histoire agraire, sur les paysages, il travaille sur la mobilité des paysans, il travaille sur le moulin en histoire des techniques. C'est un historien, ce que je trouve, et c'est un défi pour nous aujourd'hui où on est depuis les années, au moins les années 70-80, dans des formes d'hyper-spécialisation. Spécialisation chronologique, spécialisation thématique. Oui. Lui, il nous rappelle qu'un historien, normalement, ça doit être aussi un généraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de travailler un peu tous azimuts. Mm-hmm. Alors, aujourd'hui, c'est plus dur à assumer comme programme parce qu'il y a beaucoup plus d'historiens, il y a beaucoup plus de savoir. La discipline a progressé aussi. La discipline a progressé, il y a beaucoup plus de techniques à maîtriser, mm-hmm. donc voilà, c'est intimidant et tout ça, mais je trouve que c'est un peu un rappel aussi à l'idée que, faire de l'histoire, c'est pas c'est pas uniquement être un archi-spécialiste d'une question, c'est aussi penser un peu plus haut, quoi. Et je trouve que là, Marc Bloch, il nous incite à essayer de faire un peu cet effort de sortir un petit peu, de sortir de sa zone. Je trouve de que confort. par exemple l'épreuve d'agrégation, c'est une épreuve qui nous oblige, par exemple, pour certains qui ont fait de la recherche, à essayer d'étendre un petit peu aussi. Alors moi je sais, s'il y a une vertu à l'agrégation, on peut lui trouver beaucoup de défauts, mais il y a quand même au moins cette vertu de continuer par exemple à penser qu'un bon historien, il faut qu'il ait fait de manière assez approfondie de l'histoire ancienne, de l'histoire médiévale, de l'histoire moderne, de l'histoire contemporaine, de la géographie de la France, de la géographie du monde, et ça peut paraître complètement démesuré. Mais en même temps, alors après, il y a les manières de le faire, bien sûr. On peut estimer qu'un an, c'est pas assez, que sous la forme d'un concours, c'est un peu du bachotage. On peut trouver plein de critiques. Oui. Mais quand même, l'idée qu'un historien, c'est quelqu'un qui est capable de penser de manière générale, moi, c'est la première source d'inspiration chez Marc Bloch. La deuxième, c'est malgré tout et moi, pour le coup, c'était au cœur de l'enseignement que j'ai reçu. Mm-hmm. C'est la question de l'histoire problème. C'est-à-dire que l'historien, c'est quelqu'un qui n'est pas un pur descripteur, c'est quelqu'un qui doit s'interroger. Voilà. La question de l'interrogation, elle est primordiale. Et donc, le questionnement, alors après, on a les réponses qu'on peut, mais je dirais avoir une démarche de mise en valeur de ce qui pose problème en histoire, pour moi, c'est le ressort fondamental. Et ça, pour le coup, c'est Bloch et Febvre, c'est la revue des Annales qu'il a vraiment mis en avant par rapport à ce qui avant était la doctrine de base, qui était l'établissement des faits. Et Bloch et Febvre nous dit, un fait, ça ne s'établit pas, ça n'existe pas, c'est toujours construit. Mais en revanche, ce qui existe, c'est le problème historique. Et ça, il faut après arriver à... par exemple, pourquoi le même mot est utilisé pour définir des réalités sociales différentes ? C'est un problème. Pourquoi le moulin à roue, le moulin à eau, est inventé dans l'Antiquité, avec des moyens techniques prodigieux. Dès l'Antiquité, il y a des moulins sur le plan technique. On ne progresse pas avant le XIIIe siècle. Et pourtant, quand est-ce que l'Europe se couvre de moulins ? Seulement entre XIe et XIIIe siècle.
Donc il y a un hiatus entre l'invention technique et la diffusion. Et il dit ça, c'est un problème historique. Est-ce que cette question, le côté du problème, la problématique, est-ce que c'est une spécificité de l'école française en histoire ? Alors ça l'a été, maintenant je pense que c'est reçu, mais c'est vrai que oui, je pense que c'est l'apport principal de ce qu'on appelle l'école des annales. Alors là-dessus, Marc Bloch, c'est pas l'école des annales, parce que l'école des annales, c'est les années 50-60, mais elle va se revendiquer de Marc Bloch et de la revue des annales. C'est-à-dire ce qui crée parfois un peu la confusion entre les deux, c'est ça. Clairement, ce qui se définit comme école des annales, c'est autour de Lucien Febvre, qui lui a survécu à la guerre, c'est Fernand Braudel, c'est surtout d'ailleurs des modernistes, dans les années 50-60, autour d'une institution qui est aujourd'hui l'école des hautes études en sciences sociales et ce qui l'a précédé avant, mais bon, bref. Et cette école va se revendiquer effectivement de l'héritage de Marc Bloch. Mais Marc Bloch lui-même ne se présentait pas en fondateur d'école, clairement pas. Lui, il était un fondateur de revue, la revue des Annales d'histoire économique et sociale, qui a joué un rôle majeur, elle est fondée en 1929, dans la structuration de ce que pour lui était l'histoire, et notamment de cette dynamique de l'histoire-problème. Et de cette curiosité tous azimuts, et de cette collaboration avec des historiens ou d'autres sciences sociales, et cette collaboration internationale. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il est polyglotte, mais c'est un vrai internationaliste de la recherche. C'est-à-dire qu'il il s'est déplacé, il est allé en Scandinavie, en Belgique, en Italie, en Angleterre, surtout en Angleterre à plusieurs reprises. Il a été formé en partie en Allemagne, et il associe. Pour sa revue, il cherche à avoir des collaborateurs de ces régions-là, de ces espaces-là, pour écrire des articles, des comptes rendus. Donc ça se diffuse, ces idées qui sont certes, on va dire, françaises d'origine, mais qui vont être reçues assez vite par des historiens un peu partout, en fait, en Europe, et puis surtout après dans le monde, en particulier. Pas partout, mais je dirais par exemple en Amérique latine, il y a un espace de réception majeur de ces idées-là. Aux États-Unis aussi, d'une manière un peu plus décalée, mais c'est aussi, ça a beaucoup diffusé, quoi. Et d'ailleurs, pour diffuser, énorme capacité aussi de travail de sa part, puisque je vous conseille le podcast Parole d'Histoire d'André Loès, qui a fait une série de podcasts sur Marc Bloch, et notamment un épisode sur la bibliothèque de Marc Bloch, et sur, on a des informations maintenant sur le nombre de livres absolument énorme que pouvait lire Marc Bloch, qui pouvait étudier sur un nombre de sujets absolument dingues, différents. Il les annotait, faisait des rapports de lecture. Enfin, vraiment, il avait aussi cette curiosité et cette capacité à lire beaucoup, beaucoup de livres. Énormément. Et les comptes rendus constituent une de ses activités principales. C'est-à-dire quand on regarde la revue la revue des Annales, mais il publie aussi des comptes rendus dans d'autres revues, la revue historique, la revue de synthèse historique, ou des revues très érudites, très pointues, des revues sur les vies de saints, des revues d'histoire monétaire, des revues d'histoire littéraire, enfin vraiment. Et donc il publie des articles, mais il publie beaucoup de comptes rendus. Il pensait effectivement que le compte rendu, c'était au cœur du métier de l'historien, parce que d'une part, pour lui, il s'enrichissait à lire les lectures d'autrui, mais il voulait aussi restituer pour ceux qui n'avaient pas le temps, et puis aussi pour ceux qui ne maîtrisaient pas les langues étrangères. Il a fait un bulletin de compte rendu d'histoire allemande dans les années 30, alors il s'arrête au bout d'un moment, parce qu'il estime que là, d'une certaine manière, l'historiographie allemande commence à être vraiment trop polluée par le nazisme à partir d'une certaine date, mais il a quand même tenu longtemps, en dépit des critiques qu'il apportait déjà aux ouvrages allemands, il estimait qu'il y avait quand même encore à en tirer des choses. Donc, c'est une fonction de passeur, une très grande générosité. Et après, c'est vrai que c'était un lecteur considérable. Alors, sa bibliothèque, en plus, elle a été spoliée pendant la guerre, donc on ne l'a pas conservée intégralement, mais on en a conservé une partie, et on est en train de la reconstituer aussi. C'est ce dont fait état André Leuze aussi au sein du laboratoire d'histoire médiévale à l'Université de Paris 1, où on peut la reconstituer sur la base de traces indirectes. Voilà. Et donc, il y a sa bibliothèque, mais il recevait aussi beaucoup de livres pour compte rendu par les revues. Il les demandait lui-même, on le sait, parce qu'on a sa correspondance où il demande à un tel, est-ce que je pourrais avoir tel livre pour en faire le compte rendu. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il avait aussi beaucoup de temps, parce que le métier d'universitaire, c'était pas le même qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Pas beaucoup de cours. On avait un peu plus de temps pour se plonger dans les livres. Une épouse dévouée. Pour gérer les 6 enfants. Donc c'était quand même dans une division genrée du travail qui était quand même très poussée, dans lequel il n'est pas du tout original, mais qui a joué son rôle de manière tout à fait notable. Et puis, mais après, c'est vrai que quand on compare à ses contemporains qui bénéficiaient de ces mêmes conditions, c'est un bourreau de travail, ça c'est sûr. C'est un bourreau de travail. Évidemment, on n'aura pas le temps d'évoquer tout le travail de Marc Bloch, mais vraiment, je vous renvoie vers cet ouvrage, Marc Bloch, l'histoire en résistance.
parce que vous avez vraiment redétaillé, remis en avant le travail de Marc Bloch sur énormément d'aspects, comme vous l'avez dit, que ce soit médiéviste, mais pas que, les différentes facettes de son travail. Voilà, c'est un vrai collectif d'historiens absolument brillant, et vous avez très bien travaillé avec Yann Potin à la direction de cet ouvrage. Évidemment, il y a plein de questions qui se posent autour, évidemment, de la fin de la vie de Marc Bloch, et aussi sur ce qui a été édité à titre posthume. Marc Bloch donc, a fait la campagne de 1940, il était même réserviste dans l'armée. On pourrait vraiment même parler de l'engagement militaire de Marc Bloch. C'est quelque chose, je pense, qui sera largement exprimé au moment du Panthéon, parce que je pense que ça va être quelque chose qui va être beaucoup mis en avant. Il va participer donc très rapidement à la campagne de 1940. Il va rentrer en résistance, va être arrêté par la Gestapo, va être donc assassiné en juin 1944. C'est vrai que du coup Marc Bloch va donc disparaître, mais il y a des livres qui vont sortir et des livres qui vont marquer sa postérité. Je pense évidemment, et moi en tant qu'étudiant en histoire, la première fois que j'ai entendu parler de Marc Bloch, c'était L'étrange défaite. C'est un bouquin que je pense que peu de gens ont lu, mais ont au moins tous entendu parler. Peut-être pour les gens qui... C'est quoi L'étrange défaite ? Donc c'est un livre qu'il écrit vraiment à chaud, donc juste après la défaite de mai 40, donc pendant l'été 40 et le début de l'automne 40, qui s'appelle, enfin lui l'appelle Témoignage écrit en 1940. C'est important ce mot de témoignage parce qu'on l'a déjà évoqué, ça renvoie, c'est le terme qu'il utilise aussi parfois pour les sources médiévales, c'est-à-dire qu'en faisant ça, il a conscience de produire une source pour les historiens du futur. Alors, il ne fait pas, c'est-à-dire qu'il va raconter son expérience. C'est un livre en 2 volumes. Après, au début, il se présente, il raconte un peu, et c'est tout à fait fascinant. Il raconte un peu justement, il fait un autoportrait et son histoire familiale parce qu'il estime que pour les historiens du futur et pour n'importe quel lecteur, pour nous, vous, il faut savoir qui parle. Pour pouvoir bien situer le propos, il faut savoir d'où il vient et qui il parle. Donc, c'est une forme d'honnêteté de dire voilà qui je suis. À l'aune de ce parcours, de cette identité, vous allez pouvoir vous-même vous faire votre propre idée sur mon témoignage. Ça, une honnêteté assez c'est vraiment un geste assez étonnant. Et donc, il y a une première partie où il a un témoignage sur la défaite militaire, qui, à vrai dire, est assez austère à lire aujourd'hui, parce que c'est vraiment, il essaye d'analyser tout ce qu'il a vu dysfonctionner dans l'armée française au moment de la défaite. Ce qui est assez intéressant, je pense, à mettre en corrélation avec ce qu'on sait aujourd'hui. Ça doit être, si on est un peu motivé en tout cas... Complètement. Surtout qu'on a toute une série de floppés de témoignages sur la défaite militaire de 1940, avec à partir de laquelle on peut la comparer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui aujourd'hui est au programme obligatoire de l'école de guerre. Donc les militaires estiment que, les militaires dans la voie... mili-mili, si j'ose dire, estiment qu'il y a un enseignement encore à tirer, on va dire, sur le versant militaire. Alors, c'est beaucoup discuté, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais ça, c'est le premier volet du livre. Et il y a un deuxième volet du livre qui est un diagnostic sur, de toute façon, la défaite militaire, c'est pas qu'une affaire militaire. Si la France s'est effondrée, c'est aussi pour des raisons sociales, culturelles, politiques. Et donc, il brosse un tableau des responsabilités, en incluant la responsabilité des intellectuels et la sienne propre, dans la faillite de la France. Et là, il remonte sur les années 30, la montée de l'antiparlementarisme, le pacifisme des syndicats, donc, et de la gauche en général, qui en prend aussi pour son grade, de la droite pour son défaitisme, l'esprit munichois, l'égoïsme du patronat dans le contexte du Front populaire. Enfin, je veux dire, il essaye de faire un diagnostic le plus systématique possible de ce qu'il estime être, lui, les responsabilités des uns et des autres. Mais c'est un texte optimiste. Ça peut paraître curieux après tout ce que je viens de dire, mais parce qu'en fait, s'il l'écrit, c'est parce qu'il a conviction que le combat ne fait que commencer et qu'il faudra inventer une France nouvelle, et que cette France nouvelle, il faudra la fonder sur d'autres bases que, justement, tout ce que permettent de dire les échecs de la Troisième République finissante. Et il va ensuite s'engager, une fois qu'il sera dans la clandestinité, dans un groupe majeur, intellectuel, autour de la revue des cahiers politiques, où... il va publier sur l'éducation notamment, mais aussi sur l'idéal républicain, des textes programmatiques pour l'après-guerre, dans le cadre d'un groupe de travail qui inspire en partie le Conseil national de la résistance, donc la refondation de la République après-guerre. Donc ça, c'est intéressant de voir que ce n'est pas que, parce que parfois on y voit... c'est un texte qui a été beaucoup mobilisé sur les politiques, en mode flagellation, en mode le déclin français, etc. C'est voilà. ce que nous dit Kiros. Pourquoi est-ce que Marc Bloch, dans L'étrange défaite, justifie la défaite de 1940 sur des causes purement sociétales, se rapprochant ainsi du récit de Vichy, à l'inverse du discours gaulliste sur des raisons de commandement militaire ? Parce que je pense qu'il estime qu'on ne peut pas réduire... Il est contre la monocausalité en histoire. Un historien ne peut pas dire... Donc voilà, donc c'est pas possible que des raisons militaires soient la seule cause. Donc après, il en cherche d'autres.
Il en cherche d'autres, on peut y adhérer ou pas, hein, mais il en série il est du côté de la polycausalité. Il pense qu'il y a forcément... Et il dit à un moment, surtout, la victoire de l'Allemagne, c'est une victoire intellectuelle de nouveau. Comme en 1870, c'est pas uniquement... la supériorité de l'armée allemande, c'est pas qu'une supériorité de l'armée allemande, c'est une supériorité, par exemple, de l'adhésion du peuple au projet de l'armée allemande. Politique. On peut la déplorer, parce que c'est une adhésion nazie, mais elle a existé. Côté français, on avait une situation fragmentée, divisée, ou en particulier entre monde ouvrier et par exemple le monde patronal, c'était extrêmement tendu, ou au sein même de la vie politique, finalement, il y avait des formes de, on va dire, de dissociation trop poussée à ses yeux. Voilà, alors on peut partager ou pas son diagnostic, mais alors après, c'est pas semblable à Vichy, parce que Vichy va de nouveau avoir une analyse monocausale, c'est-à-dire c'est le Front populaire qui est la cause de la guerre, qui est la cause de la défaite. C'est pas du tout ce que dit Marc Bloch. Même pour le Front populaire, il dit, le Front populaire, il lui reproche une chose principalement, c'est de ne pas être intervenu aux côtés des républicains espagnols. C'est-à-dire qu'il lui fait une critique de gauche. Oui, c'est ça, ouais. Et en revanche, il va dire la responsabilité, pour lui, l'échec du Front populaire, c'est un échec qui est en grande partie dû à l'égoïsme du patronat. Donc en fait, il est et surtout, il va dire, mais c'est pas que le Front populaire, c'est plus ancien. Finalement, c'est toute l'après-guerre qu'on a mal gérée. On a mal géré la victoire de 1914. Ah, c'est intéressant. Et on a mal géré la victoire sur l'Allemagne, on a mal géré notre relation avec l'Allemagne, on a mal géré... il empile les causes. Hein. Il est pas... Donc pour moi, c'est pas comme Vichy. Et puis de nouveau, c'est pas en mode flagellation, c'est de nouveau en mode prospectif. Il va falloir refonder la République. Je me pose la question, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande aux historiens d'essayer d'analyser notre présent à l'aune notamment des années 30. Est-ce que Marc Bloch, qui était germanophone, avait compris ce qu'était le nazisme, et est-ce qu'il arrivait à en puiser une analyse dans le passé, à l'articuler à l'aune de mouvements politiques précédents ? Alors, il est clair que son rapport à l'Allemagne, c'est un rapport ambivalent, et un rapport de quelqu'un qui est profondément déçu par ce qu'est devenu l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il avait une vraie admiration intellectuelle pour l'Allemagne. Il est germanophone. Et en revanche, très tôt, il diagnostique un nationalisme excessif et un militarisme aussi excessif. C'est-à-dire qu'il considère qu'on est dans un contexte où... alors, avant la Première Guerre et pendant la Première Guerre, clairement, il y a un régime monarchique qui, pour lui, ne correspond pas à son idéal politique, ça c'est clair. Une monarchie qui n'est pas la monarchie parlementaire anglaise, parce que là, en revanche, il s'y reconnaît beaucoup plus. Donc, c'est pas une affaire de roi, c'est plutôt une affaire de régime, vraiment, d'articulation entre roi et parlement. Mais clairement, là, il voit bien sûr il voit le nazisme, clairement, dans une forme de continuité quand même avec Alors, en revanche, il y a un impensé qui est extrêmement intriguant et problématique, c'est la question de l'antisémitisme. Ah oui, c'est ce que j'avais, comme lui étant juif. Voilà, la question de l'antisémitisme en Allemagne, mais même en France, elle n'est pas du tout présente dans ses écrits, alors que aujourd'hui, la plupart des historiens spécialistes de ces questions estiment qu'il a, d'une certaine manière, été quand même victime d'antisémitisme, notamment dans sa carrière. Ses 2 échecs au Collège de France, en particulier, auraient été en partie au moins liés à une forme d'antisémitisme, et un antisémitisme d'ailleurs d'autant plus triste qu'il était parfois intériorisé par certains intellectuels juifs, parce qu'on sait qu'au sein du collège, il y avait déjà beaucoup de juifs qui n'ont pas voulu voter pour lui par peur de se surexposer à l'antisémitisme. Donc c'est assez affreux, ça dit le niveau d'antisémitisme de la société française des années 30, c'est sûr. Où on en vient à intérioriser le stigmate en quelque sorte. Bon, bref, mais lui, il n'en parle pas. Et il n'en parle que de manière vraiment très ponctuelle dans ce fameux texte de L'étrange défaite, où il dit, voilà, moi je ne me revendique de mon judaïsme que face à un antisémite. Et il y a une forme peut-être de déni de la gravité de l'antisémitisme dans la société française, et c'est pas ce qui est au cœur explicite de sa critique de l'Allemagne nationaliste et naziste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fondu dans un tout qui est un régime finalement tyrannique, dictatorial, persécuteur, anti-parlementaire, et qui détruit une république, puisqu'il détruit la République de Weimar. Et l'antisémitisme n'est qu'une composante. Il n'en fait pas quelque chose de central. Ce qui peut étonner, effectivement. Oui. Peut étonner. C'est intéressant, parce que justement, c'est à quel point est-ce que l'historien arrive à avoir du recul ou non par rapport à ce qu'il voit. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat que je trouvais assez marrante. Est-ce que Marc Bloch connaissait De Gaulle ? Est-ce qu'ils se sont croisés ou pas ?
Alors, à ma connaissance, non. Mais de nouveau, alors là, je suis pas spécialiste, hein, donc faut prendre mes... À ma connaissance, non. Ils ne se connaissaient pas. Il y a, bien sûr, ils connaissaient l'existence de Gaulle et il y avait, voilà, par le biais... Parce qu'en fait, le parcours de guerre de Marc Bloch est assez complexe, hein, parce qu'il écrit ce texte, le témoignage, donc dans les années... au moment de l'été et de l'automne 40. Il sait que le régime de Pétain, il a des paroles tout de suite très dures, hein. Il sait que ce régime est en train d'abolir la République. Il sait que ce régime va finir par le persécuter. Donc, il devance le statut des Juifs en commençant à se mettre en retrait de sa fonction à la Sorbonne. Finalement, a commencé aussi à négocier avec des gens dans les ministères avec lesquels il a encore des relations pour essayer d'en être exempté. Et il y parvient dans un premier temps. Ensuite, la persécution va le rattraper. Et il est malgré tout de suite discriminé, puisqu'il est dégradé. Il passe de professeur à chargé de cours. Il est déplacé de la Sorbonne à Strasbourg, replié à Clermont-Ferrand, puis après à Montpellier. Donc, il y a toute une série de brimades, et de même plus que de brimades, de discriminations qui interviennent très tôt. Mais il ne bascule dans la clandestinité, vraisemblablement, que, pour l'instant, en tout cas, on date en 43, début 43. En revanche, ses fils, il les a encouragés, il les a accompagnés et encouragés dans leur choix résistant précoce. Et il y en a 2 qui vont graviter dans les sphères gaullistes, puisque l'un part et finit à la 2e DB, donc Étienne Bloch, et finit donc par combattre dans les rangs de la 2e division blindée. Et puis un autre, Louis, a rejoint le BCRA à Londres, donc, qui est le bureau notamment du renseignement. Donc oui. Il y a des, on ne sait rien de lui en particulier, mais il y avait des liens avec des liens dans la cellule familiale directe, en tout cas avec le gaullisme. Ouais. On parlait donc de l'étrange défaite, on va un petit peu expliquer ce que c'était. Aujourd'hui, l'étrange défaite, c'est sûrement auprès du grand public le livre le plus connu de Marc Bloch en France. Mais il y a un deuxième livre qui a été publié à titre posthume, c'est Apologie pour l'histoire, et lui qui semble être plus connu à l'étranger. Oui, tout à fait. Moi, c'est une découverte de cette année parce qu'on a un collègue du secondaire qui a fait une enquête systématique sur les éditions, rééditions, traductions de l'œuvre de Marc Bloch dans le monde entier. Avec les outils numériques aujourd'hui, c'est assez remarquable ce qu'on peut en faire. Et comme par ailleurs Yann Potin a étudié la même chose, mais en France, donc les éditions, il y a une vraie différence entre la réception internationale et la réception nationale de Marc Bloch. L'étrange défaite en France depuis les années 90, c'est devenu une sorte de vadémécum pour temps de crise. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, vous avez vu l'étrange défaite. C'est ça. Donc, en fait, les politiques, les journalistes, voilà, c'est devenu comme on vit un temps de crise. Voilà, c'est une sorte de manuel un petit peu de temps de crise. Donc, mais ça, effectivement, c'est très franco-français. Parce que, l'étrange défaite, aujourd'hui, c'est à peu près 85% des livres publiés en France, de Marc Bloch, donc ça représente à peu près 85%. En revanche, c'est moins de 10% à l'étranger. Donc, il y a vraiment une énorme différence. En revanche, donc, à l'étranger, les 2 livres les plus diffusés, de loin, c'est l'Apologie en tête, et ensuite La Société féodale. Et assez loin derrière, Les Rois thaumaturges, puis L'étrange défaite. En France, c'est L'étrange défaite, puis très très loin derrière, l'Apologie, puis encore plus loin derrière, toutes les œuvres du médiéviste. Donc, c'est vraiment assez différent. L'Apologie, elle a un succès international et malgré tout aussi un assez grand succès en France, en particulier en contexte étudiant, parce que c'est un ouvrage de méthode. Et un ouvrage de méthode qui certes est inachevé, posthume, mais qui a fait l'objet d'une édition très tôt par le biais de Lucien Febvre. Voilà, dès 1949, il a publié ce manuscrit. Alors, L'étrange défaite aussi est publié dès 1946, mais par les amis résistants de Marc Bloch. 1949, Lucien Febvre publie l'Apologie en mode révérence pour un maître qui, justement, produit un texte de méthode qui est appelé à se substituer au grand traité de l'école méthodique. Voilà. Parce que ni Lucien Febvre ni Marc Bloch n'avaient écrit ce genre de texte dans l'entre-deux-guerres. Et donc là, ça va faire office d'ouvrage de référence, pour le coup, pour l'école des Annales, à partir des années 50. Et c'est à ce titre qu'il va se diffuser internationalement. Parce que quand à l'étranger, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Amérique latine, aux États-Unis, on veut se référer à qu'est-ce que c'est l'école des Annales, on a quelques articles, programmes de Lucien Febvre, et puis on a l'Apologie pour l'histoire. Et par ailleurs, c'est un texte qui se lit assez facilement. Enfin, je veux dire, c'est une écriture qui n'est certes plus contemporaine, qui est un peu désuète par certains côtés, mais qui est quand même très fluide, pas jargonnante du tout, qui est vraiment à la portée, moi, quand je donne des extraits à des étudiants de licence comme de master, vraiment, il y en a très peu qui me disent, mais là, qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot ? D'accord, assez accessible. Qu'après, c'est la pensée qui
peut être parfois un peu complexe, mais vraiment l'expression ne l'est pas. Donc ça aussi, je pense, ça joue dans sa réception. C'est un très grand travail de pédagogie, de réussir à expliquer une méthode de manière sans jargonner, comme vous disiez, c'est quand même assez dingue. Et puis en plus, au début, il part de ce qu'il présente. Alors, est-ce que c'était rhétorique, est-ce que c'était vrai, comme une question d'enfant? À quoi sert l'histoire? Donc, c'est pas que des conseils de méthode pour techniciens, c'est vraiment aussi une réflexion sur en quoi l'histoire, c'est utile pour tout un chacun dans une société démocratique et pas uniquement pour les étudiants d'histoire ou pour les enseignants d'histoire. C'est vrai que c'est des livres qui ont été publiés à titre posthume. C'est les livres qui vont être le plus connus auprès du grand public. Il y a Essilia dans le chat qui pose une question très intéressante. Quel était le statut de Marc Bloch et est-il vraiment devenu connu après sa mort? Alors ça, c'est vraiment intéressant, oui, parce qu'en fait, on ne se l'est pas posé longtemps, enfin souvent cette question, parce que il est érigé en icône dès l'après-guerre en raison de sa mort en martyr comme résistant et en raison de tout ce qu'a fait Lucien Febvre pour faire reconnaître après-guerre les mérites de son ami. Donc on a comme ça une sorte de statue du commandeur très intimidante à partir des années 50. Et il va être cité régulièrement dans le champ des historiens, notamment médiévistes, mais pas du tout uniquement, comme une autorité absolue. Voilà. Alors, de son vie. Ce qui fait que, rétrospectivement, on dit sa notoriété, elle est posthume. Et avant, il n'était pas reconnu par ses contemporains, etc. Alors, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, dans les années 30, il appartient quand même à l'élite universitaire. Hein. Donc, il met du temps à arriver à Paris, parce que c'était son objectif, comme la plupart des universitaires de son époque et français en général. Mais bref, il est à Strasbourg, il met du temps, il échoue 2 fois au Collège de France, mais en 1936, il parvient à la Sorbonne. La Sorbonne, c'est le top du top à l'époque. C'est vraiment la grande université. Il y a d'ailleurs une chaire, non pas d'histoire médiévale, mais d'histoire économique, qu'il occupe jusqu'en 1939. Et donc, il est au sommet de la pyramide académique. Avec le Collège de France, c'est les 2 institutions, la Sorbonne. Donc, il n'est pas du tout un marginal. Lucien Febvre, à ce moment-là, au Collège de France, a essayé de le faire rentrer, n'y est pas arrivé, mais Lucien Febvre aussi occupe une position majeure. Alors, c'est vrai que les Annales, la revue qu'il a faite, ils espéraient avoir un succès fou, et ils ont quelques centaines d'abonnés, c'est pas énorme, mais le succès des Annales, de la revue, c'est après-guerre. C'est les années 60, 70, donc c'est vraiment, là, il y a une vraie distorsion. Et par ailleurs, l'histoire et la notoriété de Marc Bloch dans les années 30, c'est la notoriété de quelqu'un qui est un novateur. Oui. Donc, elle n'est pas consensuelle, elle fait polémique, bien sûr. Mais il voulait la polémique, par ailleurs. Febvre et Bloch, c'est quand même des polémistes aussi. Hein. Le combat historiographique, ils ne sont pas du tout réticents. Hein. Donc, c'était quelqu'un de connu. Après, ce n'était pas quelqu'un de consensuel. Ce n'était pas quelqu'un... on va dire, on ne faisait pas révérence à Marc Bloch avant sa guerre, mais ce n'était pas un marginal. Et d'ailleurs, c'est ce qui le protège dans une première partie pendant la guerre. C'est qu'on n'imagine pas, il fait partie de la... Je ne sais plus exactement combien ils sont, mais ils sont moins de 20, je crois, à être exemptés du statut des Juifs dans l'université française. Et il en fait partie, et à côté de scientifiques, de chimistes, de médecins, etc. Donc il n'est pas le seul des sciences sociales ou de l'histoire, mais ils sont très très peu nombreux, et ça dit aussi la notoriété qu'il avait déjà acquise de son vivant. Il y a des questions évidemment d'Angel notamment sur la taille on va dire, on parle souvent de l'érudition de Marc Bloch et du nombre de livres qu'il est énorme qu'il possédait. On en a parlé un petit peu plus tôt. On touche doucement mais sûrement à la fin de notre entretien. On le disait, il va y avoir cette panthéonisation le 23 juin prochain, mardi 23 juin 2026. Marc Bloch, donc on le disait, le premier historien de métier à faire son entrée au Panthéon. C'est quoi aujourd'hui l'héritage de Marc Bloch pour vous? Pour moi, le principal dépôt, il est là. Il est sur la rénovation de l'histoire. Enfin, en tant qu'historien, voilà, hein, le Marc Bloch historien, qui est pour moi mon Marc Bloch, c'est le rénovateur de l'histoire. Voilà, c'est le rénovateur de l'histoire. C'est-à-dire qu'il fait l'histoire telle que j'aime la faire encore aujourd'hui. Et je pense que la plupart des gens qui font de l'histoire aujourd'hui, ils se sentent plus proches de Marc Bloch que de la génération qui l'a précédé. C'est ça qu'il y a un effet de proximité. Alors, on ne vit pas dans le même monde. L'université a énormément changé. Les rapports avec les étudiants ont changé. Voilà. Et même la manière de faire de l'histoire, elle a évolué. Par exemple, on vit un choc numérique depuis une vingtaine d'années qui est très loin de ce que fait Marc Bloch et de ce qu'aurait imaginé Marc Bloch. Donc là, il ne faut pas idéaliser à l'excès non plus l'histoire telle qu'il la faisait, mais il est quand même l'artisan d'un seuil, d'un franchissement d'une manière de faire dont on est encore vraiment tributaire.
Et moi, c'est ce Marc Bloch-là. Le deuxième Marc Bloch que je trouve intéressant, c'est le Marc Bloch, justement, internationaliste. C'est-à-dire que il était patriote de manière vraiment viscérale, d'une manière qui peut, nous, aujourd'hui, nous paraître très datée. C'est-à-dire qu'il est vraiment assez... il a des formes d'adhésion, y compris militaire, on l'a dit, au pays, qui peuvent nous surprendre. Mais ce qu'il faut voir, et c'est en ce sens-là qu'il est surprenant, mais il faut voir les deux, c'est que ce patriotisme n'était pas du tout incompatible avec un universalisme, et en particulier un internationalisme concret, puisqu'il avait des amis en Europe, partout, presque partout. Il a même une correspondance quand même assez poussée avec des collègues germanophones, alors pas allemands, parce qu'à partir des années 20, fin des années 20 et 30, il y a une rupture avec l'Allemagne, mais avec autrichiens, oui, voilà, jusqu'à une certaine limite, où là aussi, il est rattrapé par l'histoire, mais c'est quand même montré jusqu'où il a préservé des liens. Et cet internationalisme, en fait, objectivement, dans la discipline aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez récent, en fait, en pratique, parce que c'est la mondialisation, en fait, qui l'a apporté. S'il y a peut-être un acquis de la mondialisation, sur le plan, en tout cas, intellectuel, c'est que depuis la fin des années 90 et les années 2000, on la vit vraiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de congrès internationaux, il y a plus de polyglossie qu'avant, il y a une circulation des manières de faire de l'histoire et de l'interpréter, pour laquelle Marc Bloch a vraiment œuvré. Et ça aussi, on peut en être encore, je pense, les héritiers aujourd'hui, quoi. Ça, c'est les deux héritages principaux, en tout cas. Où est-ce que vous serez le 23 juin prochain ? Je serai à la cérémonie, c'est sûr. Où exactement, je ne sais pas trop. Peut-être, sans doute, dans le Panthéon, parmi les invités, puisque vu les engagements que j'ai pu avoir, c'est probable. Après, je dois avouer que c'est un peu ambivalent, cette position, parce que ça veut dire que quand on est dans le Panthéon, on voit tout sur écran. Donc bon, oui, c'est vrai que bien ça aimé se passe voir beaucoup à l'extérieur aussi. Voilà, j'aurais peut-être presque préféré la voir de l'extérieur. En même temps, c'est un honneur. Moi, je ne crache pas sur ce type d'honneur. Puis surtout, c'est aussi à l'invitation de la famille. C'est aussi une marque de reconnaissance pour la famille que d'être présent là. Donc, il y a des chances que je sois dans le Panthéon. Après, si j'étais à l'extérieur, alors, je n'en serais pas du tout affecté, parce que pour le coup, je pense que la cérémonie, s'il y a quelque chose dans ces rituels qui peut quand même être intéressant, c'est ce qui se joue dans les lectures de textes, dans les chants, dans tout ce qui peut faire sens de manière plus large. Et ça se déroule à l'extérieur, en fait. C'est ça, exactement. En tout cas, ce sera évidemment diffusé le 23 juin prochain, donc pour la panthéonisation de Marc Bloch, donc on le disait, donc qui va faire son entrée au Panthéon fin juin, et sûrement on regardera sûrement ça ensemble d'ailleurs, nous, le chat, histoire de mettre un peu en pratique aussi ce que nous avons appris ce soir. En tout cas, mesdames et messieurs, je ne peux que vous conseiller cet excellent livre que vous avez co-dirigé avec Yann Potin, donc Marc Bloch, l'histoire en résistance, où vous faites vraiment la part belle au travail de Marc Bloch sur son travail universitaire, et aussi son héritage, sur ce qu'on a édité de Marc Bloch, ce qu'on n'a pas édité. Enfin bref, il y a plein de pans hyper intéressants. Est-ce que je peux rajouter une petite chose ? Mais bien sûr, allez-y. Il y a quelque chose auquel on tient beaucoup avec Yann sur cet ouvrage aussi, c'est qu'il est collectif. Oui. Et Marc Bloch, on a beaucoup parlé, et on l'a singularisé, on a dit aussi son amitié avec Lucien Febvre, mais faire une revue, c'était un travail collectif. Et je trouve que c'est aussi lui rendre hommage que de l'avoir fait de manière collective, et d'avoir brassé... Ce qui fait qu'en fait, c'est beaucoup de chapitres qui sont autonomes aussi les uns des autres. Ils font sens collectivement, mais ils sont aussi assez autonomes. Et je suis moi très reconnaissant à l'ensemble des auteurs et autrices d'avoir contribué à ce volume, parce que ça donne à voir aussi une manière un peu chorale de faire l'histoire, qui était au cœur du projet de la revue des Annales d'histoire économique et sociale. Voilà, une manière aussi, même dans la manière de mener ce livre, une manière de faire un hommage également à Marc Bloch, aux éditions du Seuil, évidemment, que l'on salue. Et on vous a mis le lien, d'ailleurs, si jamais vous voulez vous procurer ce livre, on vous a mis le lien dans le chat. Merci beaucoup, Florian Mazel, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. C'était passionnant. C'était aussi un plaisir. Franchement, c'était passionnant de vous écouter, c'était très intéressant. Je vous prends un peu de cours, puisque je vous en avais pas parlé avant, mais sachez qu'on demande à nos invités... avant de nous quitter, pour qu'on parte tous de ce live avec quelque chose, une recommandation culturelle. Ça peut être une exposition, un film, un livre, quoi que ce soit. Pendant que vous êtes en train de réfléchir, mesdames et messieurs, je vous donne donc rendez-vous ce jeudi à 19h sur Twitch,
sur la chaîne, donc, puisqu'on sera avec le copain Joueur du Grenier et on fera la visite du Normandy Victory Museum, donc à l'occasion de cette semaine évidemment du 6 juin. Donc voilà, ça va être l'occasion, un super musée en Normandie où on va donc découvrir les collections, ça va être vraiment génial et on va se régaler. Donc voilà, on a des historiens qui viennent nous voir et on se déplace également pour voir des objets, donc ça va être absolument super. Soyez là donc jeudi à 19h, ça va être génial. Votre recommandation, Florent Mazel? Alors, ma recommandation, j'ai de la chance parce que je suis allé avec ma petite fille visiter l'exposition Licorne au musée de Cluny. Oh, elle est superbe! Qui est une superbe, voilà, qui est vraiment une super exposition assez chouette parce qu'ils ont en quelque sorte capitalisé sur, bien sûr, la tapisserie de la Dame à la Licorne qui est dans les collections permanentes. Qui est vraiment leur Joconde à eux, voilà, qui est incroyable. Joyau. Et puis, en même temps, ils ont vraiment mobilisé, et de manière très large aussi, parce qu'on part sur les imaginaires des animaux fantastiques, liés en particulier au cheval, bien sûr, mais pas exclusivement dans l'Europe médiévale, mais on remonte dans l'Antiquité, on remonte dans le monde perse, dans les mondes asiatiques, et on essaye de voir pourquoi cet animal, finalement, a acquis ce statut privilégié, malgré tout, durant l'époque médiévale, quel sens ça revêt. Et c'est une exposition très abordable, et en plus dans un musée magnifique qui a été rénové récemment. Et qu'il est incroyable. Qui est très beau. Alors, ça, c'est sûr que c'est très parisien comme recommandation. Bon, je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas parisien. Mais donc, on peut y aller quand même, voilà. Et après, je dirais... Alors ça, c'est une exposition qui dure, je ne sais plus encore combien de temps, mais bon, c'est une exposition temporaire, donc il ne faut pas forcément traîner pour aller la voir. Jusqu'au 12 juillet. Jusqu'au 12 juillet. Voilà, je vous affiche pour ceux qui veulent aller le voir. Donc, Licorne du 10, qui a commencé le 10 mars et qui court jusqu'au 12 juillet 2026. Je suis également allé la voir. Elle est absolument superbe. Et puis bon, c'est quand même l'angle de la licorne amène à plein de réflexions super intéressantes. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, c'est absolument super. Et pour nous les gueux non parisiens, ça va, on a déjà fait des conférences dans vos facs en province. Alors, il y a quelque chose d'important, c'est qu'en fait, la médiévale pour le coup n'est pas du tout aussi centralisée que les autres périodes historiques pour l'histoire de France. C'est vrai. Et que il y a des centaines de sites merveilleux en général dans la proximité immédiate de vraiment, sincèrement, n'importe où vous habitez en France. C'est ça. Que ce soit des sites castro, ecclésiaux, urbains, vraiment. Donc là, vous avez l'embarras du choix. Genre, je ne vais pas me lancer dans une énumération, mais voilà, si vous ne pouvez pas venir au musée de Cluny... Vous avez le choix sur le reste du territoire. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Live jeudi, prochain live aussi mercredi. On aura un live sur la guerre d'Espagne également, puisqu'il y a un livre qui est sorti chez Talendier sur la guerre d'Espagne. On aura 2 des auteurs de cet ouvrage qui viendront nous voir pour qu'on puisse évidemment parler de ce sujet très intéressant également. Donc mercredi prochain, vous pouvez noter dans votre agenda. Merci beaucoup Florian Mazel d'être venu. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un vrai plaisir en tout cas. Sachez que pour ceux qui ont raté le début, sachez que évidemment ce live sera en rediffusion sur la chaîne YouTube Rivenzi, le cercle de l'histoire, ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit like, à mettre des étoiles. Ça nous aide énormément sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Donc voilà, foncez. Ça nous aide beaucoup. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain en stream à 10h. Prenez soin de vous. Merci d'être toujours là à soutenir l'histoire. Ça fait très plaisir. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao tout le monde. Salut.